Bonjour à tous, bonjour Fabien, merci d'être là. Salut Hugo, merci à toi. Pour donner le contexte, on est à Monaco, à Monte-Carlo exactement, dans la capitale. On est dans les locaux du Monaco Rugby 7 et on parle avec Fabien, que je vais te laisser te présenter, mais qui est du coup l'entraîneur actuel de cette équipe du Monaco Rugby 7 qui participe au Super 7, qui est champion en titre en 2022 de ce format. Et voilà, je te laisse te présenter, Fabien. D'abord, merci pour cette intervention. Merci de venir ici à Monaco. Ça paraît un peu loin, mais c'est très sympa de vous recevoir. Fabien Camin, je suis entraîneur du Monaco Rugby Sevens au club depuis 2022. Voilà, j'entraîne avec James Kent sur le Super Sevens. Et puis voilà. L'idée aujourd'hui, c'est que, si ça te va, tu me diras, qu'on parle un peu forcément de ton parcours d'abord. Comment tu arrives au Monaco Rugby 7, c'est quand même pas anecdotique, pardon. L'idée, c'est de voir aussi comment les spécificités du Monaco Rugby 7, le principe de cette équipe, comment c'est structuré, comment les joueurs viennent et repartent, comment vous gérez cette compétition qu'est le Super 7, les difficultés aussi qui sont inhérents à ce type d'équipe. Et puis après, j'aimerais bien aussi qu'on aille un petit peu plus loin dans comment plutôt skills, comment on structure une équipe, comment on... Tu vois, parce que le rugby à 7, c'est vraiment très, très spécifique à... Ce sport est particulier, c'est pas du tout comme le 15, et voir comment on peut gérer une équipe, mettre un profil plutôt qu'un autre, enfin aller un petit peu là-dedans si ça te va. Avec grand plaisir. Bon alors, comment on se retrouve à Monaco, entraîneur? On se retrouve à Monaco à Monaco Rugby Sevens depuis 2022. En 2022, Jérémy Icardi qui était coach à l'époque de l'équipe. Jérémy Icardi, ancien joueur international Tout à fait, de France 7. tout à fait. Me sollicite sur les étapes estivales. Donc de 2022, il y avait Perpignan, La Rochelle et Pau. Je pouvais pas faire Perpignan parce que j'avais déjà des choses de prévues. Donc du coup, j'ai rejoint l'équipe juste après l'étape de Perpignan et puis on a enchaîné sur La Rochelle et Pau, à travailler ensemble. Puis ça a abouti en 2022 à 2 victoires d'étape et puis après, ça a bien plu, à Emmanuel Falco, le président, du club et Frédéric Michalak. Donc voilà, ils étaient contents de mon travail, donc ils m'ont proposé de rester au club, de manière définitive. Et puis, voilà, le président, a œuvré pour que je puisse, rester ici et puis depuis ça se passe super bien. Génial, génial. Le Monaco Rugby 7, du coup, c'est une équipe qui a été créée pour participer au Super 7. Tu m'arrêtes si je me trompe. Sachant que le Super 7, pour ceux qui ne se rappellent pas exactement du format, c'est du coup ce championnat à 7 professionnel, Oui, professionnel qui est organisé par la Fédération française de rugby, c'est ça? par la LNR, la Ligue C'est la Ligue qui l'organise. Ah oui, d'accord. Organisé du coup par la Ligue, qui se déroule en ce moment en 3 étapes dans 3 villes différentes, plus après une étape finale pour départager et faire un classement final. Et du coup, ça, c'est tous les ans, 4 étapes sur un tournoi classique de rugby à 7, samedi, dimanche, phase de poule et... sur une journée. Sur... Tout est sur une journée. Donc tout va très vite et c'est très dur parce qu'on enchaîne entre 3 matchs pour la finale ou 4 matchs en étape estivale sur une seule journée. Donc c'est très difficile quand on voit aujourd'hui le HSBC qui est repassé sur un format différent. Donc c'est la différence, on va dire, mais c'est sur une journée, oui. Ceux qui n'ont jamais pratiqué le 7, tu ressors de 2 fois 7 minutes, tu es haché et relancer tout le corps une deuxième fois et relancer tout le corps une troisième fois, c'est déjà énorme. Mais alors faire les poules plus les phases finales dans la même journée, ça doit vraiment être un défi. Moi qui suis kiné prépa physique, ça me donne des sueurs froides rien que d'y penser de comment tu manages. C'est très, très compliqué. Alors il y a pas de poule, c'est directement en tirage au sort. OK. 4 matchs. OK. Si on gagne, on avance sur quart de finale, demi-finale, finale. Donc effectivement, c'est très difficile. Aujourd'hui, la Ligue a mis en place un système de remplacement illimité. Donc, ce qui permet une gestion physique qui est quand même bien différente, Mmh. puisque, comme tu le disais, on joue des étapes estivales sur un seul mois, Mmh. 3 étapes en 3 week-ends.
Aujourd'hui, s'il y a pas ce format d'illimité, c'est très difficile une gestion, physique et c'est dur à gérer, mais on va dire qu'effectivement, passer d'un match à l'autre, il y a une importance énorme et là aussi, c'est là où interviennent toutes les strates du staff avec le préparateur physique, tout ce qui est hydratation, récupération et puis, le staff médical, qui soigne tous les petits bobos, voilà. On compare aujourd'hui le rugby à 7 à de la Formule 1 et je pense que c'est le cas parce que tout va très vite. Ce qui plaît aussi au public, actuel. En 2025, on aime bien quand tout va vite et dans une journée, on peut voir, je sais pas combien de matchs, mais 14 minutes, puis 2 autres équipes enchaînent, donc il y a tout le temps du spectacle différent et donc la gestion pour nous, en staff, la gestion des joueurs entre les matchs, c'est vraiment de la Formule 1. Il y a la course pendant 14 minutes. Même pendant la course, on change un peu, des fois, sur le terrain, mais l'entre-deux, il faut bien entretenir les Formule 1. Ah oui, au stand. Ouais, exactement. Puis on est à Monte-Carlo, donc ça a du sens de faire ce parallèle. On va rembobiner un peu. Avant ton arrivée au Monaco Rugby 7, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours? Alors moi, je suis pas originaire de Monaco, de la région. Je viens du sud-ouest. J'ai commencé à jouer au rugby dans un petit village des Landes qui s'appelle Léon. Voilà et puis après, Tyros et j'ai aussi habité rapidement, sur la côte basque à Anglet. Donc très attaché Tu en train de me dire que tu as trahi les Landes pour aller au ouais, Pays Basque. je fais partie de Aïe, ceux aïe, qui aïe, sont aïe, nés aïe, dans les aïe. Landes, mais qui ont vécu, beaucoup plus au Pays Basque. Mais je suis très attaché aux 2, donc effectivement, il y a une petite guerre, une petite rivalité, mais non, c'est un attachement particulier aux Landes, ça c'est certain, mais aussi au Pays Basque, donc voilà. Quand je vais au Pays Basque, je prends des réflexions par les Oui, Landais et voilà, donc c'est classique. Et en jouer à Anglette, le match Anglette-Tyros, c'est toujours ouais, les derbys basco-landais, ça laisse des traces. ça laisse des traces, c'est clair. Et du coup, je suis arrivé dans la région en 2013. Et puis, arrivant dans la région, le seul lien, on va dire, que je pouvais avoir avec le Sud-Ouest, c'est le rugby. Donc, Thomas Riquet, qui est aujourd'hui président du club A15, m'avait contacté pour venir jouer un peu ici au club de Monaco. D'accord. Donc, je suis allé Pour jouer en tant que joueur. en tant que joueur. Ok. Voilà, donc j'ai joué, j'ai très peu joué parce que, en fait, ça me plaisait pas trop. C'était Ouais. vraiment différent du Sud-Ouest et en plus, je me suis reblessé à l'épaule. Donc au lieu de tout arrêter, j'ai proposé de m'investir en tant qu'éducateur à l'école de rugby et puis ça a grandi comme ça et je suis arrivé au club, il y avait pas de catégorie jeune. Ça s'arrêtait aux moins de 15 à l'époque. Donc du coup, je suis commencé à suivre au début les moins de 13. Puis je me suis dit: «Ces gamins, ils font rien». Donc créer les moins de 16, créer les moins de 19. Donc comme ça, il y avait une passerelle école de rugby senior. Tu as créé toute l'école de rugby de l'équipe Non, A15 de Monaco. l'école de rugby existait, mais il y avait pas la passerelle sur les catégories jeunes. Donc ça a été le premier, Ah ouais. pas premier combat, mais le premier objectif, finalement, en tant que passionné de Tout rugby ça, et minime cadet, il y avait tout ça, il manquait cadet junior. Donc on a créé ça avec des énorme. jeunes qui ont adhéré au projet et qui sont aujourd'hui quand je les recroise, ça fait toujours plaisir parce ils sont à la base de tout ça et certains jouent à Monaco en équipe senior, donc c'est cool. Génial. Donc voilà, donc investi au rugby et puis donc les catégories jeunes et puis au bout d'un moment je me suis dit: «Tiens, il y a aussi autre chose à faire», donc j'ai créé une équipe féminine à Monaco. Ça a été un projet aussi difficile, mais encore un nouveau projet, une remise en question, comment aborder les choses avec des filles dans un endroit où il y a pas du tout de culture rugby et puis À finalement 15, du coup, toujours? alors au début, on est parti à 10. La première année, Ouais. pour lancer le projet, je me suis dit: «On part pas sur un championnat, on fait un peu, aujourd'hui, ce que recherche une femme en dehors de son travail, c'est peut-être aussi, évacuer, du stress à travers du sport ou autre, quel autre plaisir de se retrouver, entre femmes à travers un sport collectif». Donc au début, j'ai allié un peu de Nouer des amitiés, ouais et puis il y avait un peu de rugby, mais il y avait aussi des séquences un peu de cardio. Donc en fait, au lieu qu'elle paie un abonnement, dans une salle de sport, elle venait, dans une équipe, sportive, donc le rugby, apprendre une nouvelle discipline et il y a plein de filles qui venaient de régions différentes parce qu'à Monaco, c'est un gros melting pot bien finalement sûr. et les gens viennent d'un peu partout. Donc des filles qui se retrouvaient d'un peu partout, qui n'avaient pas forcément d'amis dans la région. Ça a créé du lien. Il y a un super groupe qui est né. À la fin de la saison, l'objectif, c'était de participer au beach rugby d'Anglet.
Donc retour aux sources. Donc je leur ai fait découvrir un peu la région. Et puis ça a matché. Et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas le championnat? On va essayer de se confronter aux autres. Et donc on est parti l'année suivante en championnat à 10. Donc l'aventure rugby féminin à Monaco a été lancée. Quelle année ça, tu te rappelles? Je sais plus. Quelques années après ton arrivée en 2013, donc Ouais, c'était peut-être 2018, je dirais, peut-être 2018, un peu avant le Covid. On va peut-être juste faire un parallèle du coup, parce que là on parle du 7, du 15. Tu me dis si je me trompe, mais du coup c'est 2 entités différentes, hein, le Monaco Rugby 7 et l'ASM? L'AS Monaco Rugby, L'AS ouais. Monaco Rugby du coup. Tout à fait. C'est pas le même club? Non, il y a 3 entités à Monaco. La Fédération monégasque de rugby, D'accord. comme la Fédération française de Ouais. rugby, mais donc monégasque, qui a une équipe nationale de rugby à 7, avec des joueurs éligibles qui participent au championnat européen. OK, donc voilà une vraie sélection nationale. Une vraie sélection nationale qui fait les jeux des petits États. Avec Sauf que n'est pas du coup le Monaco Rugby 7? Non, nous OK, on a d'accord. une fonction on fonctionne comme un club, comme Ouais. le Stade Toulousain, OK. comme le Stade Français ou autre. Très clair. On a une liberté sur le recrutement de ce côté-là, ce que n'a pas la fédération effectivement, puisqu'il y a un critère d'éligibilité. Ensuite, il y a l'AS Monaco Rugby 15, qui a aujourd'hui une équipe première en Fédéral 2 avec une ambition de monter en Fédéral 1, qui progresse d'année en année et qui fait vivre le rugby à Monaco toute l'année. Ouais, de manière hebdomadaire. Tout à fait, la formation, les jeunes de l'école de rugby, les féminines, les jeunes, aujourd'hui, c'est l'AS Monaco Rugby 15. Et enfin, il y a le Monaco Rugby Sevens. Donc nous, qui participons au Super Sevens chaque année. Et puis, depuis l'année dernière, on a créé aussi une équipe développement afin de faire vivre une expérience aussi à des joueurs en France, de jeunes joueurs qui, pour certains, n'ont jamais pratiqué le 7, mais les découvrir, les faire progresser, les faire adhérer à un projet. Et puis, parce que c'est aussi notre rôle d'accompagner des joueurs sur cette discipline qu'est le rugby à 7. Ouais, bien sûr. Puis on en parlera après, mais peut-être aller chercher un peu des petites pépites dans la région, là, ou dans les 200, 300, 400 kilomètres autour, Tout à fait. pour pourquoi pas jouer sur le Super Sevens. Ça fait partie des objectifs du Monaco Rugby Sevens. Ouais, génial. Ah, je savais pas, toi, qu'il y avait vraiment 3 entités séparées. Et c'est intéressant, on en parlera peut-être après, de voir peut-être les ponts qu'on peut créer entre ces différentes entités. Donc, tu arrives à Monaco. Je savais pas, en fait, que tu étais hyper investi dans le côté avant, chez les jeunes, chez les femmes. Ouais. Bah, c'est c'est le milieu amateur, mais c'est vraiment. Moi, j'ai un papa qui m'a transmis l'amour du rugby depuis petit. C'est lui qui m'a mis au rugby, même si au début je voulais pas du tout faire de rugby. Et voilà, j'ai cette fibre rugby, on va dire, c'est une passion. Et puis non, puis quand je m'investis dans un projet comme les jeunes ou les féminines ou le Monaco Rugby Sevens aujourd'hui, c'est le faire pas à 100%, mais presque à 200%. Et puis ça prend bien. Aujourd'hui, le club à 15 a une école de rugby fantastique, des catégories jeunes qui progressent, des féminines, une équipe senior qui n'en finit plus de monter les échelons. Donc voilà. Et puis donc quand j'étais en 2022, j'étais encore avec les féminines quand Jérémy et la présidence du club m'ont proposé d'intégrer le projet Monaco Rugby Sevens. J'adore cette capacité à être capable d'entraîner à la fois des minots de 15-16 ans, à la fois des femmes, à la fois un joueur qui est meilleur joueur du monde à 7. Tu vois, je trouve ça très, très intéressant, et je trouve que ça montre souvent une capacité d'adaptation qui est nécessaire pour un entraîneur. Donc ce projet se crée. Il se crée en quelle année, Monaco Rugby Sevens? 2020. 2021, il y a la première étape. Et puis après, 2022, le titre champion de France. Ah oui, donc en fait, c'est 2021, 2020, premier Super Sevens de Monaco. 2021, 2022, le titre de champion de France. Et puis après, c'était parti. Mais le titre de champion de France, c'est, je crois, le plus beau souvenir. Il doit être mémorable, celui-là. Je souhaite à tout le monde de vivre comme ça, dans la Défense Arena, un titre de champion de France. Puis je le souhaite à tout le monde, mais je nous le souhaite aussi de le revivre, parce que je pense qu'on est tous là pour ça, à aller décrocher le Graal. Donc j'aimerais bien qu'on le revive, et puis on va essayer de trouver place pour. C'est dans l'interview dans l'épisode avec Dimitri Zerski, qui gagne le Brennus avec son premier Brennus. Il le gagne avec le Stade Français, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Et celui d'après, il le gagne quelque chose comme 8 ans plus tard avec le Racing à Barcelone, avec Yannick Nyanga, justement. Tout à fait, contre Toulon. Et ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ils se prennent un rouge, ils gagnent quand même à 14. Match nous. Et du coup, il me disait que lui, c'est là qu'il s'était rendu compte de chercher le deuxième titre
à quel point ça avait été difficile et à quel point il s'était pas forcément rendu compte quand il avait cherché le premier titre, de à quel point c'était difficile et rare de vivre des moments comme ça. Et il lui a fallu 6 ou 7 ans pour réessayer, à essayer de relever le niveau à chaque fois pour y retourner. Et en fait, il disait que ce deuxième titre, il avait été beaucoup plus significatif pour lui parce que c'était tellement plus dur de réitérer le titre. Je sais pas si vous êtes un peu là-dedans aussi. Je partage tout à fait, puisque le premier titre, quand on le décroche, je dis pas qu'on s'y attend pas, mais c'est quelque chose qu'on va chercher pour la première fois, des émotions qu'on n'a jamais vécues. Et pour reconquérir un autre titre, je pense qu'il faut presque faire un switch, se dire on repart à zéro, mais c'est très difficile. Mais tout en se servant de ce qui nous a réussi pour décrocher le premier titre. Donc c'est dur de repartir à zéro dans les têtes. Et puis entre-temps, le niveau du Super Sevens a vraiment augmenté. Les équipes jouent de plus en plus le jeu. Avant, il y avait quelques clubs qui ne jouaient pas trop le jeu. Aujourd'hui, je pense que le niveau est très, très élevé et je dirais pas qu'il se rapproche du HSBC, mais quoique, ouais. Ouais, bien sûr. Ça va très vite, les impacts sont là et même les joueurs, nous, du HSBC qui participent aux premières étapes, sont très étonnés par tout ça. Donc, En 2022, vous faites champion. 2023, vous perdez contre les Barbarians, si je me souviens bien. En 2023, on perd contre les Barbarians en demi-finale. En demi-finale. Tout à fait. On mène tout le match et on prend un essai sur une touche lobée d'Alexis Levron. Alexis Levron qui récupère parfaitement la balle et qui nous crucifie. Voilà, mais ça fait partie aussi des gestions de match aussi sur lesquelles on devait progresser. De tout ça, et je pense que tout le monde, joueurs, staff, tout le monde, on apprend. Il y a la défaite, mais il y a surtout l'apprentissage qui est important à travers ça. Si on se cache que sous la défaite ou le dire on n'a pas de chance ou machin, je pense qu'on apprend beaucoup à travers les défaites. Bien sûr. Surtout que le 7, il a ce côté à la fois intéressant, mais aussi terrible que faux rebond, on l'a vu avec l'équipe de France sur les JO, elle est à 2 doigts de pas sortir des poules. Parce que sur un coup d'envoi contre, je sais plus contre qui c'est, contre les États-Unis, là, elle se prend un essai en contre première minute, ils sont à 2 doigts ils font match nul au dernier moment, après ils galèrent contre l'autre équipe. Enfin, tu vois vraiment qu'il te faut 2 faits de jeu et c'est terminé. Ouais. C'est pas comme à 15 où sur 80 minutes, bon, il y a un fait de jeu, t'as le temps si t'es vraiment supérieur de gagner. Le 7, il est impardonnable. C'est dur, tout va très vite. Ouais. Tout va très très vite. Il y a un essai tous les 90 secondes, mais effectivement, si à 10 secondes de la fin, on se dit c'est fait, c'est jamais fait. Tant qu'il y a une possession de balle, et c'est pour ça qu'au rugby à 7, avoir la possession, c'est vraiment primordial, puisqu'on possède le danger. Mais c'est rigolo que tu dis ça, mais tout est important, c'est jamais fini. Je pense que c'est ce qu'aiment les gens aussi. Tout à l'heure, quand je te parlais de spectacle et que les gens recherchent ça, il y a une espèce d'adrénaline, d'émotion qui nous tient jusqu'à la dernière seconde, voire l'extra time. Donc, puis voilà, physiquement, c'est très, très dur. Ah oui, vraiment, n'importe quel joueur de rugby à 15 qui écoute ce podcast, qui n'a jamais fait de 7, allez faire un tournoi, allez dans une assos l'été là, allez juste voir ce que ça fait de faire 2 fois 7 minutes, de faire un sprint de 100 mètres à 120%, de faire un contre-ruck et un plaquage et d'essayer de tenir encore 10 minutes. C'est un monde à part et il faut l'avoir vécu pour vraiment comprendre Il faut juste leur conseiller de se préparer un peu avant. On a l'avantage à 7 de pouvoir faire une grosse préparation individuelle, mais c'est vrai, moi, des fois, quand je vois des équipes participer à des tournois de 7 en se disant, bon, c'est bon, la saison de 15 est finie, je fais un tournoi de 7. Le 7, c'est quand même un sport extrême. Et voilà, il faut ménager son corps. Il y a une grosse partie d'hydratation, de nutrition, de gestion entre les matchs. Et puis, ce qui est dur au 7, c'est que quand vous êtes dans la partie spectateur, c'est génial. Parce que le spectacle en tribune, le soir de la première journée, c'est la fête. Quand on est joueur sur les circuits, alors sur Perseverance, c'est sur une journée, mais sur le circuit élite ou autre, les équipes qui restent le premier soir faire la fête, c'est très dur le lendemain. C'est très, très dur le lendemain, ouais. Il y a une grosse... le corps, c'est vraiment... je le compare beaucoup à de la mécanique ou autre, mais c'est vraiment... Le corps, c'est l'outil de travail premier du joueur de 7. Donc, il y a une grosse partie physique, oui. C'est clair. Tu vois, Paul Riva, qui est champion olympique avec l'équipe de France à 7 cet été, il nous disait qu'en fait, le 7, en plus d'être impardonnable, en plus d'être une espèce de chaos à gérer un peu comme tu peux, c'est qu'il est révélateur. T'as une faiblesse,
elle est mise en avant fois 10 000. T'as pas le cardio, t'es à la rue, t'es pas très fort en défense, voilà, sur un 1 contre 1 avec un couloir de 15 mètres, t'es mort. Enfin, il a ce côté vraiment où tu peux pas te cacher comme un 15. Non, la passe du mauvais côté, Voilà. je veux dire, on le voit assez rapidement. Non, c'est vrai, on peut pas se cacher comme un 15. Et puis, c'est rigolo parce que la semaine dernière, on a fait un stage de détection sur l'équipe développement et il y a quelques joueurs qui avaient cette magnifique attitude de s'asseoir pour faire les passes. Donc c'est génial, mais en fait, ils n'étaient pas en course de soutien. Donc du coup, je leur disais, c'est très joli, mais il faut, par contre, à 7, ça s'arrête pas quand j'ai fait ma passe et je dois aller en course de soutien. Les efforts sans ballon sont primordiaux au rugby à 7. On peut croire que celui qui a le ballon, c'est celui qui va faire la différence, mais finalement, ceux qui font les efforts sans ballon vont apporter plus de solutions, vont pouvoir communiquer plus facilement avec les autres. Donc, le rugby à 7, c'est vrai, ça ne s'arrête jamais. C'est pas que quand on a la balle, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hyper intéressant. On va rentrer dans un sujet un peu touchy. Je l'ai pas vécu, je l'ai pas entendu, mais j'en suis sûr. Tu parles de Monaco, tu parles de Super Sevens, tu parles de stars recrutés. Je te l'ai dit pêle-mêle, Terry Kennedy, Paul Plat, Manuel Moreno, Rocco Speckman, Cécile Africa, Dan Norton, Henry Spite. Tout ça, c'est des stars interplanétaires. Certains qui ont été élus meilleurs joueurs du monde à 7. Donc, vous avez eu les plus grandes stars à 7. Et en même temps, vous avez eu des joueurs un peu lambda, sans vraiment leur manquer de respect, qui avaient un talent énorme et tu vois, qui n'étaient pas connus par le grand public, sans grosse carrière nationale ou internationale. Vous avez une espèce de mix de tout ça. J'entends déjà Monaco, Star, Super Sevens, j'entends déjà les oreilles siffler. Vous êtes des mercenaires, il n'y a pas d'âme, y a pas... Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on est ici, d'ailleurs, si je dois être franc, c'est que j'aime bien aller un peu plus loin et voir en fait, et j'en suis sûr déjà, parce qu'on en a parlé pendant le repas, on a mangé un peu avant ensemble, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste des stars qui sont alignées. Merci, au revoir. Il y a toute une construction. Pour ceux qui veulent écouter l'épisode avec Johan, qu'on a tourné il y a pas mal de temps, mais qui nous expliquait que ouais, il y a vraiment une espèce de recherche autour de l'identité, une espèce de fusion des cultures sur lesquelles vous travaillez énormément. Donc il y a 2 questions en une. Je suis désolé, elle est un peu longue, mais ces stars là que tu recrutes, tu viens les chercher parce que tu veux vraiment quelque chose en plus à un moment donné, ou dans quel contexte tu les recrutes, et ensuite comment on fait le schmilblick entre tout ça, quoi. Alors, les stars, on les recrute pas juste au nom, c'est aussi à des postes clés dont on a besoin et qu'on identifie. Et en fait, il faut aussi qu'il y ait une volonté de la star de venir chez nous. C'est pas on va chercher une star, on va donner des millions. C'est déjà ça, tout ça, c'est faux. Les gars, ils touchent pas des salaires de top 14 ou autres. Donc, c'est pas l'argent qui fait venir les stars, vraiment. Tu n'as pas le choix que de donner un peu d'argent à ces gens-là parce qu'ils se déplacent pas pour rien, mais c'est pas ça ça va pas changer leur vie. Ils gagneraient plus franchement, ils gagneraient plus à aller ailleurs. Et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils ont vu le Super Sevens. D'autres joueurs leur parlent aussi de Monaco. Et comme je le disais, il faut vraiment qu'il y ait une volonté du joueur. Et nous, on a un critère qui est primordial, c'est l'état d'esprit. En fait, on ne peut pas prendre une starlet. Il faut que ça soit une star qui soit au service de l'équipe aussi et qui a envie de briller dans un collectif. Donc ça fait partie du recrutement aussi, des critères de recrutement, l'état d'esprit. Donc on se renseigne, même si ce sont des stars, on se renseigne quand même beaucoup par l'entourage ou partenaires, staff ou par leur club sur l'état d'esprit. Et tu parlais des joueurs effectivement lambda, mais qui sont des vrais soldats et des soldats de l'ombre pour certains. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France des associations qu'on met, je pense pas assez en avant, mais qui travaillent avec des gens qui souvent bénévolement sont à la tête de ces associations, se démènent corps et âme pour faire des journées aussi de stage ou autres, et qui permettent de sortir des joueurs. On a Ibaï Lecomte qui vient de Shkadi. Johan, avant d'être avec nous, il a fait l'équipe de France. C'est sûr, mais il y a aussi les 7 Fantastiques, les South Sevens. Il y a plein. Il jouait en fédéral. À l'époque, peut-être à Auch encore. Je sais pas où. S'il était déjà à Lannemezan, mais. Oui. Mais en fait, aujourd'hui en France, il y a le circuit élite et le circuit accession avec des associations. Donc, c'est un championnat qui dure, pour le circuit accession, c'est 2 tournois. Le circuit élite, ce sont 4 tournois. Et dans ces associations, il y a des gens qui transmettent la passion du 7, l'amour du 7 et qui développent des joueurs aussi. Donc moi, j'ai la chance, via le club, de pouvoir aller assister à certains tournois, parmi lesquels le Hinton,
pour ne citer que lui, mais il y a plein de tournois, le Met Sevens, ça aussi, les tournois comme ça sont faits par des gens passionnés. Complètement. Le Hinton, quand je vois l'organisation qu'il y a, le nombre de bénévoles à travers le rugby à 7, c'est incroyable. Et donc, dans ces Surtout que tournois, le Hinton, je fais une parallèle, il est là depuis 15-20 ans. c'est incroyable. Et il y a 20 ans, le rugby à 7, personne ne connaissait. Il y avait 2-3 fadas qui connaissaient Hong Kong et tout, mais c'est tout. Hein. Donc là, c'est vraiment des mecs qui ont été précurseurs. Ah ouais, et l'année dernière, il y avait l'équipe de Nouvelle-Zélande Développement, par exemple, au-delà des les 70s, les 7 Fantastiques et toutes ces grandes associations françaises qui œuvrent au quotidien pour le développement du 7. Et donc, pour en revenir à nous et à ces joueurs un peu de l'ombre, ils sont souvent issus de ces associations et ils connaissent le circuit. Et en fait, on cherche des joueurs qui connaissent le 7 aussi. Parce que prendre aujourd'hui le parallèle entre le 7 et le 15, il est très rapidement fait, mais ce sont deux disciplines qui restent quand même très différentes, ne serait-ce que par l'effort physique, donc dans la préparation. Donc il est important d'avoir des joueurs, des joueurs qui connaissent le 7. Et là, je les oppose, mais je pense que les deux sont parfaitement complémentaires, que le 7 est un excellent levier de performance pour les joueurs de 15 aussi. Donc dans le recrutement, effectivement, il y a les stars, mais il y a aussi des joueurs qui sont au service de l'équipe et qui intègrent parfaitement l'identité de l'équipe. C'est même eux qui sont le garant de l'identité au-delà de l'équipe, l'identité du Monaco Rugby Sevens. Les stars ne viennent pas pour s'imposer, les stars viennent et vivent comme la majorité des joueurs au service du club. Donc ça, c'est une des beautés aussi de notre équipe. Et il faut savoir que quand, par exemple, au mois d'août, il y a 3 étapes, on vit plus d'1 mois ensemble. Donc une équipe, je défie quiconque de mettre une équipe de mercenaires 1 mois ensemble, à vivre avec des égos surdimensionnés ou autres. Et on en parlait à midi, après l'étape de Pau, qui a abouti par une victoire, mais peu importe, je pense qu'on avait tous les larmes aux yeux, et c'est pas je pense parce que c'était le cas, on était très tristes de se laisser. En fait, le président a pour mot d'ordre la famille, et en 1 mois, et c'est un des objectifs principaux pendant la préparation estivale, c'est d'arriver à créer un esprit de famille. C'est de vrais liens entre les joueurs. Donc il y a une grosse partie de cohésion. Il y a plein de choses qui sont mises en place que je ne vais pas non plus révéler, mais pour qu'en fait les uns et les autres arrivent à s'ouvrir, star, pas star, parce que finalement ça reste la star, ça reste un joueur entouré de joueurs de l'équipe. Donc on arrive à s'ouvrir, on apprend à se connaître, on crée des liens forts entre les joueurs. Et je crois que c'est sur des moments durs que ces moments de famille, ils peuvent faire gagner un match ou de liens. Voilà, donc pour le recrutement, ça se passe voilà comme ça. Il y a des stars, il y a des joueurs d'équipe, et il y a, on va dire, une matrice, un tableau avec voilà quelles cases ils remplissent, et de créer une équipe la plus complémentaire possible. Que ça soit en termes de jeu, mais en état d'esprit, de vie sur le terrain, mais de vie hors groupe aussi. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en compte et qui nous font découvrir les joueurs, même avant de les avoir au téléphone. Des fois, on connaît plein de choses sur eux avant de les avoir au téléphone. Ouais, très intéressant. Tu vois, pour rebondir sur, un jour, je vais quand même faire une petite dédicace à Benjamin Prière, que j'ai reçu aussi sur le podcast qui a investi. On parlait des gens qui étaient innovateurs et précurseurs dans le Exactement. rugby à 7. Il a fondé les 7 Fantastiques. Là, il est entraîneur des Babas, des Barbarians. Non, il Tout à est fait, il du coup était avec champion Super avec Sevens Nicolas, il est champion avec les 2025. Babas, et il est régulièrement champion avec les 7 Fantastiques. Ils font des projets incroyables. Ils sont partis à Tahiti avec l'équipe, et je crois même que la semaine dernière, ils ont eu l'étoile de l'Île-de-France sur les projets 7 et tout ça. Enfin, il y a un projet qui est incroyable avec en plus Ben. un côté social, même à Massy, qui est extraordinaire. Enfin bref, je voulais juste ça, et je voulais rebondir aussi sur le côté famille dont tu dis que c'est hyper important. Et je pense que c'est pas un problème qu'il y ait différentes cultures, et que c'est pas une barrière absolue pour Au créer un contraire. esprit de famille. Au contraire, justement, parce que quand tu arrives à casser ces barrières un peu préconçues, tu arrives à quelque chose d'intéressant. Tu vois, ça me fait penser à un épisode avec Talagré. Je sais pas si tu vois, un ancien joueur du Stade Toulousain et Stade Français. Quand je lui disais qu'est-ce qui fait la différence au Stade Toulousain, la première chose qu'il m'a dit, c'est un joueur qui joue plus, c'est Youssefa Tekori, qui est là en fait dans le groupe, et lui, son objectif, au-delà de l'intendance, etc., c'est de gérer cet aspect-là. Les barbecues, les trucs, avec les joueurs, mais avec les femmes des joueurs, avec les enfants des joueurs, ce côté relier différentes cultures, ceux du Pacifique, les autres étrangers, anglo-saxons, les Français, tu vois. On se rend pas compte à quel point ça a un impact énorme dans la performance. Ouais, c'est dans la performance, mais même humainement, je crois que il y a les
les résultats sportifs qui sont importants, mais humainement, chaque saison est incroyable Ouais. de rencontres humaines, de cultures différentes. Enfin, c'est sûr que les Fidjiens ne vivent pas, comme, aux États-Unis, comme les Français, les Sud-Africains ou autres et je crois que c'est ce mélange, chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice. En fait, dans nos cultures, on a tous quelque chose qui est utile au projet qu'on a commun et en fait, chacun apporte cette petite pierre qui fait que, ensemble, on arrive à créer presque notre culture. Notre culture, Monaco Rugby Sevens du mois, d'août et c'est incroyable parce que Mmh. on vit pendant un mois loin de nos familles, loin de nos enfants, voilà, il y en a, ils ont le décalage horaire, donc ils ont leur famille pendant la nuit au téléphone, mais en fait, ils se sentent, comme dans une autre famille Mmh. et ils le disent eux-mêmes aujourd'hui, si tu fais un podcast avec, n'importe quel joueur star que tu as cité, Terry Kennedy ou Roscoe Speckman ou autre, il y a un esprit de famille qui est incroyable et s'il n'y avait pas cet esprit de famille ou si c'était que des mercenaires, ils viendraient faire leur tournoi juste pour eux, ils partiraient, plus de nouvelles. Aujourd'hui, là, tous les joueurs que tu as cités, on est toujours en contact et même s'ils jouent plus, on sait chacun sait ce qu'il fait, le petit message de temps en temps. Alors je dis pas qu'on s'appelle tous les jours, Ouais, bien sûr. mais il y a un lien qui est créé parce qu'on a vécu ensemble, un moment qui restera gravé dans nos vies, ça c'est certain. Ouais. Comment tu fais du coup pour, comme tu disais, tu vas pas nous révéler tous les secrets, mais comment tu fais du coup pour fédérer autour de ça avec des fois la barrière de la langue, des gens qui parlent que anglais, des gens qui parlent que espagnol ou portugais, j'en sais rien moi, ou des joueurs aussi qui parlent que français, ton petit mec Il y que en tu as a, cherché de fédéral, bien sûr. qui parle pas un mot d'anglais. Comment tu fais pour fédérer ça? Et je pense qu'il y a un aspect aussi que tu vas me répondre, mais Johan nous le disait, tu as des éléments quand même, des piliers un peu fondateurs, tu vois, qui sont là pour faire le lien entre tout ça, sur lesquels tu te reposes d'année après année. Donc là, on a parlé beaucoup des stars, on parlera après aussi des gens qui sont là fréquemment, qui servent un peu de piliers à Ouais, ça, bien dis-moi? sûr. C'est nos premiers relais, les anciens, il y a des joueurs qui sont là, on les appelle les anciens, mais c'est des joueurs qui sont là, qui ont connu le titre de champion de France. Heu, Johan de Mamecher qui est capitaine de cette équipe, qui intègre parfaitement les valeurs de notre équipe, qui répondent toujours présent surtout et qui, voilà, en tant que capitaine, c'est le premier à mettre aussi à vouloir mettre des choses en place pour créer ce lien entre les joueurs. Alors que ça soit des barbecues ou plein d'autres choses, hein. Le soir, les garçons, après déjeuner, en fait, ils partent rarement tous dans leur chambre. Mmh. On a plein de jeux de cartes, mais c'est des cartes, c'est des jeux collaboratifs, par exemple. Il y a pas de perdant ou autre, donc il y a plein d'activités qui mettent Ouais, ensemble et barrière de la langue ou pas, le premier soir, c'est compliqué. On a un traducteur qui est incroyable, qui s'appelle Ibai Lecomte, qui ne parle absolument pas qui ne parle pas du tout anglais et qui pourrait passer, 4 heures à discuter avec un groupe d'anglais et enfin, mine de rien, un joueur comme ça, permet de casser, de briser la glace. ouais. C'est incroyable parce que le joueur qui va arriver, «Je parle pas français» et il va parler, il va danser, et finalement ça met dans un confort, autre et plus sérieusement, on a Ryan Godsmark qui est un joueur, belge International belge, ouais, bien sûr. exactement, qui est avec nous, depuis, pas mal d'années aussi maintenant, qui fait partie de ces anciens, qui, est d'origine écossaise. Donc c'est un très bon traducteur, Ouais, ouais, ouais. il fait le lien aussi. James Kent qui parle, anglais, heu, moi je parle français, espagnol, James il parle anglais, français, espagnol, Yannick Nyanga qui nous a rejoint en tant que manager, parle aussi plusieurs langues. Donc en fait, finalement, on arrive à bidouiller, à trouver encore une fois, nos propres mots de code et sur le terrain, finalement, on crée un lexique qui est commun à chacun, qui a Ouais. pas forcément de langue. Donc il y a plus de barrière de langue. Ouais, j'adore. Ça vraiment, ça pour moi, c'est du management, tu vois? Là, on est loin du terrain pourtant, hein, mais ces jeux de cartes, collaboratifs dont tu Mmh. parlais, ces petits détails-là Ouais. qui ont l'air de rien, ces gens qui font le lien entre les différents groupes, sincèrement, je l'ai vécu à Strasbourg à la belle époque, on était en fédéral Unioniste. Dans le vestiaire, il y avait, le coin avec, les Géorgiens, les Sudaf, il y avait le coin avec les Fidjiens, il y avait le coin avec, les Français, Mmh. un peu anciens et le coin avec les jeunes. Tu vois? Et c'était terrible, mais c'est la réalité. Et pourtant on était, costauds, on marchait sur tout le monde, mais n'empêche qu'en phase finale, quand il y a eu un moment critique et qu'il a fallu, que l'équipe elle réponde présent collectivement, bah, ça a explosé. Tu vois? Donc
ça existe vraiment ce côté clan ou alors collectif. C'est très important parce que sur le terrain, les liens qui sont créés en dehors du terrain, qui sont, allez, franchement 70% du travail, les joueurs qui sont là, ils connaissent le rugby à 7. Maintenant, il faut qu'ils comprennent, qu'ils adhèrent au plan de jeu. Ça, c'est une chose qu'on travaille sur le terrain. Mais le lien humain, ce qu'on fait, et je te parle de jeu de cartes, mais il y a plein d'autres choses qui sont faites qui brisent la glace. Et je peux te dire que euh, on se dit des choses qui sont profondes, vraiment au fil du mois. Je pense que ce sont des leviers qui permettent aussi de se sentir forts les uns avec les autres parce qu'on se connaît, on se connaît pas qu'en tant que joueur, Ouais, on se connaît en tant qu'homme et c'est fort et c'est pas que les joueurs, c'est les joueurs, le staff, tout le monde contribue à, à ce sentiment d'appartenance qui est très fort et qui permet de temps en temps entre êtres humains, quoi, pas au niveau hiérarchique, pas au niveau de ce que tu as fait dans ta niveau exactement. rugbystique ou pas. Non, non, c'est très sain et voilà, c'est très agréable à vivre. Franchement, là, au mois d'août, on a vécu un mois incroyable, incroyable et humainement, c'était fort et je crois que les résultats, je sais pas, j'en suis sûr. Les résultats, on finit 3e à Mont-de-Marsan, on finit second à La Rochelle et on gagne à Pau dans des conditions incroyables. Il tombait des trombes, il y a l'orage, il y avait de l'eau sur le terrain et je pense qu'un match comme ça, par exemple, ça se gagne pas que dans la qualité de jeu. C'est une évidence. Ça se gagne dans les têtes, ça se gagne dans la solidarité, ça se gagne dans beaucoup de choses. Et on l'a gagné là-dessus. On l'a gagné sur ça. Et voilà, c'est ce qui est important de créer. C'est pas facile de le créer puisque voilà, on n'a pas les joueurs à l'année puisqu'il n'y a pas de championnat toute l'année à 7. Donc il faut le faire rapidement et le mieux possible et puis ne laisser personne de côté aussi. Il faut que tout le monde se sente bien. En fait, à partir du moment où on se sent bien, en dehors ou sur le terrain, je crois que c'est plus facile et c'est pas que du rugby, hein, aujourd'hui, vous travaillez dans n'importe quelle entreprise, si le matin vous êtes content d'aller au boulot, je pense que vous serez plus productif dans tous les cas. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, moi, ça me parle vraiment et tu parlais de parler de choses profondes, tu vois, qui dépassent le rugby, vraiment des problématiques. Chaque personne a des problèmes, c'est comme ça, chaque personne a son vécu, son histoire, son contexte. Et je pense que quand tu partages ça, ça te rend très vulnérable finalement, parce que là, tu montes tes failles, tu Bien vois, sûr. en tant qu'homme, hein, pas en tant que joueur. Mais ça te rend plus fort, parce qu'une fois que tu as partagé ça, tu as un lien, tu vois. On se disait des choses hier avec lui au resto, là, on s'est partagé des trucs qu'on s'est presque jamais partagé, même avec nos proches et nos meilleurs potes. Et là, en fait, c'est là que tu crées du lien, du vrai lien, tu vois, du vrai lien, au-delà du contrat, du truc, du machin. Donc ça me parle énormément. Vous avez quand même pas de chance je change complètement de sujet. Vous avez quand même pas de chance dans l'organisation de cette compétition, parce que tu me parlais de ce mois de mai, d'août, pardon, excuse-moi, Ouais. d'août, qui était absolument exceptionnel, hein, avec une progression sur ce mois et des liens forts et le fait de se quitter de manière déchirante à la fin. Et après, il se passe plus rien. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et là, février, c'est la finale. Exactement. Et là, ça fait 6 mois que les mecs, tu les as pas vus. Ça fait 6 mois qu'ils se sont pas parlé. Ça se trouve, il y a des mecs qui étaient disponibles via leur club, via leur truc comme ça, il y a 6 mois qu'ils ne le sont plus. Et là, tu dois recréer un truc. Ça joue sur un match, quart de finale. Si tu as perdu, c'est terminé. C'est exactement ça. Et c'est dur, mais pas que pour nous, mais là, d'habitude, la finale, elle est en novembre, octobre-novembre. Donc finalement, en fin août, ça va vite. On est encore dans la dynamique il faut, on va dire que les braises, elles sont encore chaudes, il n'y a plus qu'à souffler dessus et ça repart. Là, février, ça fait très long. Effectivement, comme tu le disais, des joueurs qui pouvaient être avec nous au mois d'août ne peuvent pas l'être, parce que déjà, tu n'es plus sur la même année calendaire. Ouais. Ah bah Donc, oui. tu n'es plus en 2024, tu es en 2025. Et oui, j'avais pas pensé à Donc, en ça. termes, voilà, il y a des choses, Contractuel même. voilà, sur des termes de licence et autres, c'est pas forcément facile. Ah ouais, j'avais pas pensé à Et ça. puis, voilà, les clubs, au mois de novembre, n'importe quel club, ça pense pas encore aux phases finales, ça pense pas à quoi que ce soit. Là, tu es en février, tu sais, certains qui jouent à 15, ils savent à peu près où ils en sont. Donc les clubs, ils sont, pour certains, beaucoup moins enclins à lâcher des joueurs qu'au mois de novembre. Donc ça a été difficile de effectivement repartir sur un effectif qui a beaucoup changé. Là, 2024 à 2025, il a beaucoup changé entre les étapes estivales et le mois de février. Ouais, parce que
tu peux pas me le dire, mais je pense que tu es intimement convaincu que si la finale elle est 2 semaines après ce mois d'août, elle est début septembre, le résultat il est peut-être un peu différent. Je pense. Je pense, voire j'en suis presque certain, hein. C'est sûr que le résultat est différent. C'est sûr que la dynamique est différente, du moins. Le résultat, je sais pas parce que comme on en parlait, le 7 va très vite. Aujourd'hui, l'équipe qui rentre favorite sur le terrain, il suffit de rien. Tout va tellement vite donc je sais pas si le résultat aurait été différent, mais ce dont je suis certain, c'est que la dynamique aurait été différente et que finalement, oui, peut-être que les résultats auraient été différents, mais la dynamique vraiment différente. Là, en février, ça fait très loin, donc il y a un tournoi, les joueurs sont pas forcément libres, tu peux pas partir un mois, puis c'est pas la même saison, hein, pour se préparer, Bien sûr. hem, tu joues, tes étapes estivales, parfois sur l'herbe, donc nous, on avait l'habitude d'aller à Soustons, donc un terrain d'entraînement en herbe, au mois de février. Bon, je viens du sud-ouest, donc je peux en parler. La météo, c'est pas tous les jours le beau temps. Et puis en plus, à la Défense Arena, tu joues sur du synthétique, dans un où il ne peut pas pleuvoir puisque c'est une salle fermée. Donc il faut essayer de retrouver un peu les mêmes conditions. C'est assez difficile, oui, la préparation est assez difficile. Peut-être que la ligue, les organisateurs réfléchissent à mettre un peu plus peut-être d'étapes aussi et puis s'entraîner entre le mois d'août et février. Là aussi, pas que pour nous, il y a pas de tournoi. On peut pas se dire: «Tiens, bah, on fait le Hinton, tiens, on fait» il y a un tournoi, c'est Dubaï en novembre. Donc Dubaï en novembre, il faut un budget aussi pour y aller, Mmh. c'est pas forcément facile. Puis Bien de sûr. novembre à février, c'est toujours pas à côté Oui, c'est clair. donc ouais, c'était assez difficile. Ça sera reconduit cette année, puisque la finale sera de nouveau en février, puisque la ligue a enregistré bien plus d'entrées que l'année précédente. Donc, chose qu'on peut comprendre aussi, même si sportivement, bah, aussi à nous, tu parlais d'adaptabilité dans tous les domaines, je pense que là aussi, il faut pas se cacher derrière, «Ah ben là, c'est en février donc c'est pas possible». C'est en février, mais nous on l'a vécu, à nous de nous adapter le mieux possible, pour y arriver. Donc, on commence déjà à essayer de s'adapter, même si avant de penser à février, il faut se qualifier, C'est clair. durant les étapes estivales. C'est clair. Comment vous faites, dans votre gestion avec, par exemple, un joueur, international, qui est sur le World Series et qui va venir chez vous? Comment vous faites pour, gérer, ça avec, du coup, sa fédération? Mmh. Comment vous faites pour gérer avec un club amateur de Fédéral 1, pour aller chercher Ibaye-le-Comte à Anglet? Et comment vous faites, pour chercher un joueur professionnel, qui joue dans son club, pour qu'il soit libéré à ce moment-là? Comment vous gérez ça? Il y a on travaille avec les fédérations, on a des contacts, des liens assez particuliers. Ça aussi, nous, en interne, on se répartit, le travail puisqu'on a chacun nos réseaux. Moi, j'ai un réseau un peu plus hispanique, James, un peu plus anglo-saxon. Donc on arrive et puis, voilà, que ça soit avec on a eu des joueurs espagnols ou argentins. Je m'entends bien avec les 2 fédérations, les coachs, on parle régulièrement. Donc il y a aussi une gestion du joueur qu'on met aussi en avant avec les coachs. Ouais. Le mois d'août pour eux, il y a pas de tournoi HSBC. Ils commencent pour certains la préparation au mois de septembre, donc c'est bien. Ça fait déjà matcher des gars, ça les remet déjà dans le dans le circuit, donc c'est très bien pour eux. Mais pour février, par exemple, c'est très compliqué, surtout que là, la finale est tombée, le week-end après le tournoi HSBC de Perth. Ah oui. Donc les joueurs ou alors, avoir un joueur qui rentre avec un décalage horaire, le mercredi pour jouer le samedi, ça a pas forcément de cohérence, C'est donc ingérable. c'est ingérable. Donc c'est une autre problématique, mais encore une fois, à nous de nous adapter et de trouver les meilleurs leviers, meilleures solutions, pour pallier à tout ça. Oui, donc en plus, tu peux avoir des joueurs, en août que tu as pas en février, donc en plus, ton effectif, il est Mais complètement modifié. là, c'est ce qui s'est passé cette année, donc on va essayer de travailler différemment sur Est-ce ça. Ouais. Est-ce que l'optique serait pas d'aller chercher un joueur dont tu es sûr que tu l'as en août et en février? On essaie ou de trouver des accords, avec les fédérations, même si ça, c'est impossible puisqu'eux, ils jouent le circuit mondial. L'objectif, c'est aussi de gagner des étapes, d'être champion du monde à 7 à HSBC et ça se comprend donc effectivement, est-ce que l'objectif, c'est pas de se dire: «On prend des joueurs qui sont disponibles au mois d'août, puis disponibles au mois de février» et garder la dynamique du groupe Ouais. et le plan de jeu, les joueurs arrivent en connaissant le plan de jeu ou autre. Tu as des joueurs qui arrivent,
même en août, qui viennent de jouer, j'en sais rien, moi, en juillet, ou qui ont fait un stage de prépa avec leur équipe nationale, et du coup que tu peux pas entraîner la semaine-là parce que tu as vu avec le prépa physique de la Fédé que là, ils sont en semaine de décharge. Ouais. Il t'arrive des situations comme ça? Mais là, cette année, au mois d'août, on a des joueurs qui ont participé aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Donc du coup, ils sont arrivés. Alors ils ont eu une semaine de vacances et ils nous ont rejoints. Donc c'est pas du tout le même process. Ouais, Donc le ouais. préparateur physique a un rôle assez particulier là-dessus, puisqu'il doit, avec le staff médical, déjà bien voir dans quel état ils sont, parce qu'ils sortent des Jeux Olympiques pendant une semaine. Ce qu'on comprend, ils n'ont rien fait, ils ont bien profité. Donc c'est un gros travail aussi pour les remettre d'aplomb. Tout à l'heure, tu parlais de Terry Kennedy. L'année en 2023, quand il est venu pour la finale, les 2 Irlandais, en fait, on a un préparateur physique irlandais qui nous a dit: «Non, mais là, il s'entraîne pas aujourd'hui, là». En fait, si tu te rends compte que c'est compliqué Bah oui. d'avoir 2 mecs au bord du terrain et Ils sont là pour jouer avec toi, t'as qu'une semaine pour les ouais, préparer, et sur cette semaine-là, ils peuvent ouais, pas jouer la moitié de la semaine. mais tout ça, ça fait partie, comme tu dis, dans le recrutement, de savoir qui peut faire quoi, quand, comment, en fait, pour, l'anticipation du moindre petit problème, ça doit être fait avant pour que, quand on arrive sur les terrains au mois d'août pour s'entraîner, tout soit optimisé, pour être dans les meilleures conditions. Ouais. Donc il y a un travail en amont qui est très important, auprès, de leur coach, parce que ce sont pas des joueurs qui nous appartiennent, hein, aujourd'hui, qui n'appartiennent à aucun club, hein, même les autres clubs du Super Sevens, hein. Beaucoup aujourd'hui travaillent, je parlais tout à l'heure des associations, je sais Seven Sud-Garonne travaille beaucoup avec le Stade Toulousain, l'ESCA travaille beaucoup avec Montpellier, voilà, les 7F travaillent beaucoup aussi avec, Vannes, le Racing, enfin voilà, tout le bassin. Aujourd'hui, les associations travaillent avec les clubs. Donc et les clubs ont pas beaucoup de joueurs licenciés chez eux, donc en termes de gestion, on est obligé de s'informer auprès des clubs ou des associations. Voilà. Et tu parlais d'e-bike, je suis en contact avec Vincent Corré, Vincent Raclot. Voilà, on parle quand même beaucoup de est-ce que là il va jouer avec vous, est-ce qu'il va pas jouer? Et puis c'est des garçons surtout que ceux qui sont en France, que j'ai au téléphone régulièrement, donc je sais où ils en sont. Ouais, bien sûr. Justement, ces joueurs français, là, on avait fait beaucoup focus sur les stars. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est les joueurs français. Comment tu détectes un Ebaye Lecomte qui joue à l'époque en Fédéral 1 ou en National 2? Tu le chopes où? Tu le chopes parce qu'il joue avec son asso? Dit, c'est Jérémy qui l'a recruté au tournoi de Bidart. Ah ouais. Ouais, Oui, c'est vraiment c'est un petit tournoi local, le tournoi de non, Bidart. non, il faisait partie du circuit élite. C'était une étape du Ah bon? circuit élite. Il y a eu ouais, ouais, Ah oui, parce que c'est plus le cas maintenant. non, cette année, il y a plus. L'année dernière non plus, mais avant, ils étaient en dernière fois, le 2023, je crois. Ah d'accord, je savais pas C'était que une étape du circuit mais non. élite et Ibai faisait partie de l'équipe de Euskadi, de l'association et c'est là qu'a commencé le lien entre, Ibai et le Monaco Rugby Sevens. Oui. Ouais. Oui, donc ça, c'est votre rôle d'aller faire un peu tous les tournois, Ouais. que ce soit élite ou accession, et d'aller chercher un petit peu, L'année dernière, on a eu, Jayden Killan, Mmh. qui joue en équipe de Nouvelle-Zélande développement, que j'ai repéré au tournoi du Hinton, dont on parlait, tout à l'heure. Donc, voilà, ça fait partie de c'est, les tournois du circuit accession ou du circuit élite sont pour nous des énormes, vitrines pour les joueurs. Ça permet aux joueurs, alors ils y pensent pas forcément, ils le font pas pour qu'on les repère ou autre, mais pour nous, c'est un travail énorme que les assos font et dont on bénéficie parce que ça nous permet de voir des joueurs à l'action sur des vrais tournois de 7. Donc, c'est important. Je parle des associations et des organisateurs aussi. Ils nous filtrent énormément les joueurs et sur ces tournois, vous reverrez, souvent, Nicolas Leroux, coach des Babas, qui travaille aussi avec France Dev, qui voilà, c'est des filtres à talent, c'est incroyable. Donc on va aussi sur ces tournois-là pour voir, tu parlais de futures pépites, voilà, il y en a plein qui émergent, grâce aux associations et dont on bénéficie après. Il y a plein de joueurs d'associations qui sont passés, chez nous, et qui on les connaissait pas forcément, sinon parce que, soit des présidents d'associations nous les ont conseillés, on part avec Alex des 70s, Ben des 7F, on a conseillé plein à Monaco aussi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a pas que Monaco qui en bénéficie, hein. Il y a Tout le l'équipe monde, de France. bien sûr. France 7, là, actuellement, maintenant, là, en 2025, après le renouvellement de génération, là,
je crois qu'il y a la moitié de l'équipe de France Ah 7 oui, qui est passée soit par les Babas, soit par France Dev, soit, et avant ça, par toutes les bien assos. sûr, bien sûr. Ena Arto qui jouait à Nissa Sevens. Ouais. L'association juste à côté, qui après les Babas, équipe de France, Simon Désert. Effectivement, on t'en parlait plein, mais aujourd'hui, même quand on parle des Palois, de la section paloise, Arfeuil, Bouillet, ce sont des joueurs qui ont commencé par la section paloise et qui aujourd'hui ont franchi ce cap de français. Ce sont des super joueurs de 7. Est-ce que parfois ça t'arrive d'aller chercher des pépites à 15 en regardant un championnat de National 1, National 2 ou fait d'une, Oui. ou pour l'instant tu restes sur les circuits à 7? Non, mais il y a des joueurs aujourd'hui qui ne jouent pas à 7 ou qui ont joué un petit peu avant, mais on arrive à voir aussi des joueurs de 15 qui ont des aptitudes sur le 7. Ou du moins, des fois, on les fait venir sur les stages de détection-développement pour voir un petit peu ce que ça peut donner à 7. Ouais. Ouais. Non, bien sûr, mais le 15 est pas fermé à des joueurs stéréotypés, massifs, qui savent pas. Je pense que voilà, le 15 nous permet aussi de trouver des joueurs. Et le passage à 7 est souvent très bénéfique aux joueurs de 15, puisque le 7, on développe sa technique individuelle. On parlait de physique tout à l'heure, mais il n'y a pas que le physique, la technique individuelle, sa longueur de passe, sa capacité de course de soutien, l'anticipation, la lecture de jeu, tout va plus vite. Bien sûr. Donc, c'est vraiment un levier de performance qui est bénéfique aussi aux joueurs de 15. On parlait de Dupont à table. Dupont, qui est un joueur stratosphérique, qui du 15 est passé au 7 via les Jeux Olympiques, qui a été super bien géré par Jérôme Daré, qui l'a pas trop mis en avant au début, remplaçant, etc. Qui a fait aussi Vancouver, parce qu'on parle que des Jeux Olympiques. Il n'a pas été intégré juste aux Jeux Olympiques, mais alors je Il a crois que... d'ailleurs mis l'équipe tellement en avant qu'il a mis Antoine Dupont sur le banc pour s'en servir comme impact player sur la fin. Exactement. C'est ça le rôle d'Antoine Dupont sur les Jeux Olympiques. Et Les gens des fois aux Jeux l'oublient. Olympiques, tu parlais des matchs un peu tendus. Steph Parez était sur le banc, Antoine Dupont était titulaire. Et finalement, tu te rends compte que Contre les Steph Argentins Parez, en quart. vrai settiste, qui a fait un travail incroyable, et quand il y a Antoine Dupont qui rentre, avec ses qualités, Sur une équipe adverse fatiguée. ouais, donc la gestion, elle a été incroyable. Et je crois qu'Antoine Dupont, quand on l'a retrouvé sur ses retours après les Jeux Olympiques, ou pas qu'après les Jeux Olympiques, mais après ses étapes avec l'équipe de France, tout le monde s'est dit, mais en fait, il est encore meilleur. Donc, comme quoi, un joueur stratosphérique est devenu un joueur extra stratosphérique, quoi. Donc, le 7 est bénéfique au 15, j'en suis certain, et vice-versa. Je le redis et je l'ai déjà dit ici. En Nouvelle-Zélande, dans le développement du joueur pour atteindre l'objectif final qui est les All Blacks à 15, c'est obligatoire que tu passes par le touch et le set. Tout à fait. Tu es obligé, même dans la formule des championnats, même quand tu joues en club à la base, ton championnat de club, il est de janvier à juillet, grosso modo. Après, il y a les championnats provinciaux, il y a les tournées avec les All Blacks, tout ça. Mais tous ces joueurs-là qui ne partent pas dans le championnat des provinces, des sélections, en gros, régionales, si on veut, et ben eux, ils font 6 mois de touch. Ouais. Ou 6 mois de set, en fait. Tu n'as pas le choix. Tu fais du 15 autant que tu fais du 7. Les frères Savea, ils sont passés par le touch, ils sont passés par le 7 et ils explosent ensuite après à 15. Donc c'est une vraie plateforme de développement. Notre sport qui est le rugby, sans parler de 7 et de 15, est à la base un sport d'évitement. Et aujourd'hui, le 7, c'est un vrai sport d'évitement. Le touch, encore plus. Donc avoir une base d'évitement comme le touch ou le 7, et ça aide forcément dans le bagage technique du joueur. Donc je pense que c'est aujourd'hui, et tu parlais de l'hémisphère sud, il parle très peu de postes. Aujourd'hui, des fois, on va dans des écoles de rugby, voir des enfants, mais toi, tu vas jouer 9. Et ça m'arrive d'aller voir des écoles de rugby, dire, mais tu joues quoi? Bah, 9, toi, tu joues quoi? Moi, je joue centre. Moi, je joue pilier. Et en fait, pour moi, je leur dis à chaque fois, c'est pas les bonnes réponses. Moi, je joue au rugby, ça, c'est la vraie réponse. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles de rugby, sans parler de 7 ou de touch ou de 15, mais développer le bagage technique d'un enfant, parce que ça reste des enfants. Aujourd'hui, le petit costaud des moins de 10, 6 fois, moins de 16, ça sera le grand tout fluet qui court le plus vite. Donc, on l'a formé en lui disant, tu vas être pilier, mais en fait, c'est un ailier. Donc, il va se dire, moi, j'ai jamais joué au pied, j'ai jamais fait la passe mauvaise main, j'ai jamais fait la passe du sol. Aujourd'hui, si on arrive à développer le bagage technique de tous ces enfants, c'est une évidence. et ça serait génial.
Moi, j'ai cette image de quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande pour y jouer, à Petone, c'est genre dans la banlieue de Wellington. J'arrive, pré-saison, je m'attendais à ce qu'on fasse des broncos et des trucs comme ça. On a fait de la course. Après, en fait, ça a joué. Ça a joué. Et là, j'étais sous le choc parce que ça n'a pas parlé de plan de jeu, ça n'a pas parlé de sortie de camp. D'ailleurs, ça n'a jamais parlé de la saison. En fait, ils font ça quand ils montent en NPC. Mais en club, c'est du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Et là, tu te retrouves avec des deuxièmes lignes qui font des Maoris, qui font 130 kilos, mais qui ont une passe sautée des deux côtés. Tu vois. Et là, tu fais, ah d'accord, je le comprends, la différence de skills et du coup, ce que ça traduit sur le. Il y a quelques années, on se disait, nous, on était encore dans un rugby à 15 très différent de celui d'aujourd'hui, mais on se dit, wow, ils ont les talonneurs, et ils courent vite, ils font des passes de côté, les piliers, les courses de soutien. Et aujourd'hui, finalement, c'est la réalité. Aujourd'hui, les piliers, les talonneurs, vous regardez l'équipe de France, les gars, ils font des passes du sol, c'est le rugby. Si on va accélérer le jeu, il faut que tout le monde soit capable de faire un peu tous les rôles. Ah. Et tu vois, c'est marrant parce que des fois, on fait même pas exprès. Thibaut Flamand, qui était formé en 10, qui après grandit, prend du poids, qui finit en deuxième ligne. Cyril Bay. Et bah, c'est des mecs qui ont le plus de ballons, en fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, ils ont été formés comme si c'était pas des avants. Et puis, il se trouve que ça fait des avants les meilleurs du monde parce que tout d'un coup, c'est des avants qui, en plus du combat et des phases statiques, ont des mains. Et tu sais que Cyril Bay, il a aussi un très bon jeu au pied. Oui. Tu le vois sur les vidéos là, quand il se met des drops. Non mais je suis entièrement d'accord que cette formation du joueur, voilà, c'est l'école de rugby, c'est de l'éducation. On n'entraîne pas, on éduque. On éduque à la pratique de notre sport, mais surtout à transmettre notre passion, je pense. Si les enfants, à la fin de l'entraînement, ont le sourire, ils ont passé un bon moment et qu'ils ont touché 30, 40, 50 ballons chacun, c'est génial. Ouais. Par contre, s'ils arrivent et que le petit, parce que c'est le plus petit qu'on met à l'aile, alors que c'est loin d'être le plus facile, de se retrouver le plus fulé qui ne s'est pas plaqué à l'aile, parce qu'il va prendre un joueur qui arrive lancé de 20 mètres dessus, donc qui va toucher peut-être un ballon dans tout l'entraînement, et plus il a pris un bus. Voilà, je pense que moi, je suis parent, je me dis, bon, on va aller voir s'il n'y a pas du tennis ou autre chose. Donc, il faut que l'enfant, il a envie de dire, ah, mais moi, il me tarde le prochain entraînement. Ouais, complètement. Tu as envie de dire, formons tous nos joueurs comme s'ils allaient jouer 10. Ouais, mettons-leur bien sûr. La panoplie complète. Ouais. Fais du jeu au pied, fais des passes, fais des sautés, fais des crochets, et après, on verra ce qu'il advienne. Ça paraît un peu fou, mais je suis entièrement d'accord pour avoir des joueurs, des joueurs qui soient capables de tout ça. Parce que je suis persuadé qu'en plus, moi, d'un point de vue kiné, et maintenant, tu vois, t'as les neurosciences qui arrivent vraiment, tu te rends compte que aller travailler, ça frappe mauvais côté. Même si ça n'a pas un énorme impact, parce qu'il y a quand même peu de gens qui sont capables, à part Antoine Dupont, de faire un box de 50 mètres mauvais côté. Mais par exemple, sur le tir au but, ça a peu d'intérêt de faire l'autre pied. Parce que force est de constater que tu vas faire un tir au but sur ton bon pied. Mais ça a été prouvé, ils se rendent compte que ça crée des connexions synaptiques entre elles qui, en fait, t'améliorent dans ta gestuelle de tout ton mauvais côté, même sur ta passe mauvais côté. En fait, tu te rends compte que plus t'es complet, et c'est pareil, souvent, ces enfants-là, ils ont fait aussi de la gym, du judo, de tout quand ils étaient jeunes, en fait. Et tout ça. Mais c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il y a plein de sports qui pourraient travailler ensemble. On a beaucoup à s'inspirer, je pense, des appuis ou de la prise de balle du handball. On a beaucoup des sorties de ballon, des sorties de but des gardiens quand ils vont dans les airs. Je pense qu'il y a plein de courses d'appui de manière qu'on peut faire travailler les enfants avec. Il y a plein de sports qui sont complémentaires les uns envers les autres. Et je sais pas quelle est la manière, je suis pas qualifié pour ça, mais je pense on peut apprendre et prendre plein de choses de tous les sports, et c'est ça ce qui peut être sympa aussi. Pour revenir au 7 et à ce Super 7, Benjamin Prieur me l'évoquait, il était assez fan du modèle de l'UBB 7, qui en grosso modo a une section 7 du snowboard des Bègles, et qui en fait a des joueurs qui font que ça, et du coup qui forment, qui gèrent. Alors oui, il y a cette problématique de manque de tournois sur l'année, mais c'est un peu a priori la façon, le devenir pour être intéressant pour que le rugby à 7 se développe vraiment en France, avec que chaque club finalement ait sa section à 7 qui s'affronte assez régulièrement, dont le Super 7, soit avec plusieurs étapes, soit avec différents championnats. Qu'est-ce que tu en penses ? Je partage entièrement l'avis de Ben, parce que je pense que Laurent Ferrer est parti d'une page blanche en créant ce projet 7. Il a pris des joueurs de niveau soit de national, soit même de fédéral, du bassin bordelais. Fédéral 2, parfois. Fédéral 2, ouais. Et on a d'ailleurs le petit Abdoul Kafour, qui avait joué avec nous en 2022, qui a signé à Langon, donc du coup, il est à l'UBB maintenant. Et en fait, ils ont créé un vrai projet
avec une identité forte. Mmh. Des joueurs qui ne jouaient pas forcément à 7 ou assez rarement sont arrivés à être intégrés par, voilà, il y a un travail de fond entre, Laurent, Romain et d'autres, hein. Ils ont créé leur projet, leur identité forte et aujourd'hui, il y a un groupe qui est vraiment très fort et dans lequel ils rajoutent avec parcimonie, l'été dernier, Gonzalez et Moneta, 2 stars. Comme quoi, il y a pas que nous qui avons des stars. Non, mais moi, je trouve ça très bien. Déjà, pour la Mmh. visibilité du Bien Super sûr, Sevens, je pense que, voilà, si tout le monde pouvait jouer le jeu de prendre une star, je pense que tout le monde déjà en serait content bien sûr. et non, mais donc ils ont rajouté ces 2 joueurs autour de gars qui sont dans ce projet depuis des années maintenant et donc ils travaillent vraiment sur le bassin bordelais et c'est vraiment un vrai beau travail. Alors ils sont suivis par l'UBB, Pro bien évidemment, hein, Fin où travaille financièrement aussi? financièrement, c'est top parce qu'ils ont des joueurs à disposition. S'ils veulent faire «Tiens, ce week-end, il n'y a pas match, national, régional ou autre, on fait un stage de 7», les gars, ils sont juste à côté, donc c'est assez facile aussi et je pense que c'est aussi un modèle que, alors je vais pas dire peut-être s'inspirer, mais un petit peu quand même, par la création l'année dernière chez nous de l'équipe développement. On a créé l'équipe, Monaco Rugby Sevens Développement qui, donc l'année dernière, on a fait des stages de détection. On a participé pour la première fois au circuit Accession. Et puis voilà, on a fini 5e de ce circuit, pour la première année. Le but, alors tout le monde nous a vu un peu arriver en disant: «Ah ouais, Monaco». Non, c'est des j'allais dire des gamins, mais ils ont 19 ans, ils ont voilà, c'est chouette. Je pense que si on arrive à tous faire ça, comme tu disais, chaque assaut du Super Sevens, chaque club du Super Sevens arrive à un peu à travailler sur son bassin ou autre, on peut détecter des joueurs, on peut les former, les faire adhérer à un projet, une identité forte et après, ces joueurs-là, hein, quand tu les as en août, tu les as en février, hein. Bien sûr. Donc c'est aussi une vraie Eh oui, solution, hein. eh oui. On en parlait tout à l'heure. Donc mais c'est un vrai projet de fond et sur lequel on travaille, sur lequel la direction, nous, du club est vraiment à fond derrière. Moi, la dernière, quand j'ai proposé effectivement ce projet de développement, ils sont à fond dessus et cette année, voilà, c'est reparti et puis on a conscience que c'est aussi une solution, une solution. On a amené l'été dernier donc on est resté tout le mois d'août avec l'équipe pro à Souston. Il y a des joueurs de l'équipe développement qui sont venus partager à chaque fois Génial. un tournoi avec nous. Une semaine, ils se sont entraînés avec l'équipe pro. Le but, c'est pas de leur vendre du rêve en fait aux garçons, c'est pas de leur dire, «L'année prochaine, c'est vous qui jouez le Super Sevens». C'est il faut être patient, im im impliquez-vous dans le projet. Nous, on vous fait bénéficier de cette expérience. Voyez comment les joueurs pros et ça aussi, quand on parle d'esprit de famille, s'il y a une superstar qui prend les gamins de haut, les gamins, ils adhèrent pas au truc. Bien sûr. Tandis que là, il y a vraiment eu un esprit de famille et ces garçons, beh, quand ils reviennent sur l'équipe développement, mais ils arrivent avec aussi un bagage supplémentaire. Donc ça sert à tirer tout le monde vers le haut. On a deux trois joueurs de l'équipe pro qui sont en France qui jouent à l'équipe Accession, Lancelot Luto, l'année dernière, il y a eu Quentin Dubreuil. C'est des joueurs qui doivent aussi ça sert de lien. C'est pas: «On veut écraser le circuit Accession», c'est créer un lien entre, une passerelle entre l'équipe pro, l'équipe développement pour que petit à petit, beh, ces garçons-là, peut-être pas l'année prochaine, quoique, il y en a certains peut-être qui peuvent postuler à être dans l'effectif, pro et ben, on commence à alimenter notre équipe pro avec ces joueurs qui ont été peut-être pas, formés, mais pour certains oui, par l'équipe développement. Ouais, hyper intéressant, hyper intéressant. Et d'ailleurs, juste la petite parenthèse, on a un joueur, pour ne citer, qui est issu de l'équipe développement, Thomas Cusange, qui jouait au Coudon, OK, banlieue toulonnaise. OK. Et donc il vient chez nous faire les stages de détection, je le prends dans l'équipe, il joue, je dis: «Bah, Thomas, état d'esprit top, joueur à potentiel, viens avec nous cet été». Il a passé je crois 15 jours avec nous. Mmh. Mais vraiment en immersion dans le groupe et puis il faisait partie du groupe quand ouais, il a eu la même dotation que tout le monde, il s'entraînait comme tout le monde, le même suivi médical, la même récupération, la même hydratation et puis de fil en aiguille en discutant et puis il a, son papa, je crois, qui est né au Canada. OK. Donc en fait, Sean White, qui est coach du Canada, via James Kent, on se dit: «Bah, pourquoi il y a peut-être, au moins on envoie des vidéos, on dit qu'il y a un joueur qui est éligible là». Donc James
dit tout ça à Shen. Et puis aujourd'hui, Thomas, à l'heure où je te parle, il est au Canada. Ah ouais. Il a intégré le squad U23 à 15 du Canada, mais il fait tous les stages de préparation à 7 Génial. avec l'équipe nationale du Canada. Il y a 1 an, Thomas, il faisait quasiment pas. Il jouait, oui, dans des assos. Et encore une fois, merci les assos. Parce Ouais. que, et aujourd'hui, ce garçon, et ça fait partie aussi, oui, on veut les faire intégrer notre équipe pro, mais le but, c'est de montrer qu'il y a des garçons qui ont du potentiel et qui jouent à 15, mais qui a aussi des leviers. Et Ouais, bien Thomas, sûr. ces coachs aujourd'hui disent que Thomas, depuis qu'il est venu avec nous, c'est plus le même. Bien sûr. Il est revenu avec une maturité ou autre. Et je pense que notre travail, il est aussi là, d'amener à ces joueurs déjà un petit peu. Je parlais des éducateurs pour transmettre aux jeunes l'amour du rugby. Ben nous, on a ce travail aussi de transmettre un peu ce côté du 7 aux joueurs, dire voilà, tu as du potentiel, on va t'accompagner. Et toi aussi, parce que le 7, c'est ça. Et c'est un énorme travail individuel. On n'est pas toujours derrière eux. Le gars, s'il se fait 6 McDo, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est une énorme exigence envers soi-même. Et puis, voilà, ce qu'on cherche aussi, c'est chez ces gamins. Je parlais du recrutement de l'équipe pro, mais c'est la même chose au dev. L'état d'esprit, c'est un critère qui est vraiment primordial. Mmh. Et on peut pas se tromper, en fait, parce que si tu te trompes et que tu amènes un de ces joueurs avec l'équipe pro au mois d'août, que finalement il rentre en se disant ouais, mais moi je me suis entraîné avec les pros, c'est bon. Ouais. Nous, on s'est trompé. Par contre, voilà, un garçon comme Thomas, pour moi, c'est une vraie belle trouvaille. Il y en a d'autres, hein, Baptiste Clos, Matteo Polo, qui sont venus aussi chez nous et sur qui on a envie d'accompagner, de faire grandir. Et cette année, il y en aura d'autres. Ce ne sera Ouais. pas les mêmes. Ouais, c'est génial. Il y en aura d'autres qui viendront avec l'équipe pro. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri peut-être d'avoir Des belles surprises. de belles surprises. Et enfin, franchement, c'est absolument pas fermé de prendre un joueur de l'équipe développement parce que je pense que en France, il y a un énorme vivier de joueurs de rugby qui a du talent et qui mérite d'avoir leur chance. Ouais, complètement. Et puis tu te dis que s'il faut tripler chaque poste, il te faut 21 joueurs. L'idée, c'est que voilà, tu fais ton équipe titulaire très, très, très costaud, avec pourquoi pas l'apport de 1, 2, 3, 4 stars. Bien sûr. Et l'idée, c'est derrière que le deuxième au poste, voire le troisième au poste, ça soit des mecs de cette dev qui viennent là Ouais. apporter leur. Mais même dans une gestion de groupe où nous, on peut prendre qui on veut, aujourd'hui, si tu prends que des stars, au-delà des égos, mais va gérer la frustration du gars que l'été, c'est un groupe de 15. Le gars que tu as fait rentrer 1 minute qui est frustré parce que pour lui, Mmh. c'est la superstar de son pays, c'est impossible. C'est impossible. Oui. Donc, tout ça, ça fait partie aussi des critères de recrutement. Donc, c'est important d'avoir Ouais, des joueurs comme ça et qu'on a envie de tirer vers le haut. très clair. Autre sujet, on va revenir un peu sur Monaco, la principauté. Le président du club, c'est Son Altesse Sérénissime, Oui, le prince Albert II. le prince Albert II de Monaco, qui est pas président peut-être dans l'exécution? Non, le président exécutif, c'est Emmanuel Falco, qui est premier conseiller de Monseigneur, donc du prince à Albert II. D'accord, OK, et donc c'est lui qui va, gérer C'est la lui qui, au présidence et quotidien, est avec nous, qui fait les réunions et qui nous, on va dire, qui pilote le bateau parce que il nous donne le cap, que ça soit budgétaire, sportif, identitaire. Voilà, on le voit pas souvent. Il est pas, il a des demandes d'interview auxquelles, voilà, il répond pas toujours parce qu'il aime pas être trop mis en avant, donc il fait un travail de l'ombre. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de subvention du gouvernement, par exemple. Il va chercher des partenaires hein, oui, il y a un vrai et travail de fond derrière. il y a un travail qui est colossal. Alors, c'est pas mon domaine non plus, mais il y a Tu un vois, travail. déjà une idée préconçue qu'on pourrait imaginer Mmh, sans connaître Monaco, se dire: «De toute façon, il y a l'État derrière qui pas du tout. rince et qui finance, donc ils ont Non, budget illimité». Non, il y a c'est zéro voilà. de l'État. Ce sont que des partenaires privés. Donc les partenaires privés, aujourd'hui, on a beau leur dire: «Ah, Monaco Rugby Sevens», franchement, Qu'est-ce que vous nous offrez? bon voilà. Ouais. Donc il y a une pression derrière aussi, de résultats, de projets. Il y a des partenaires aujourd'hui qui sont très contents qu'il y ait un projet de développement, qui sont là parce qu'il y a un projet de développement. Non, puis c'est dur. C'est dur, pour lui, parce que ça coûte énormément d'argent, hein, le Super Sevens, parce que nous, on n'est pas un club invité. Donc, on paye tous les ans notre participation au Super Sevens. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Ouais, Je ouais. savais pas. Ouais, tous les clubs de top 14 sont invités, les Barbarians sont invités, mais nous, pour
participer au Perth Event, ça coûte beaucoup d'argent. Je savais pas, je Donc, l'ignorais. donc les résultats sont importants. Et puis la quête dans l'ombre de tous ses partenaires, elle est primordiale. Donc il y a lui, il y a Fred Michalak qui à distance aussi pilote. Quel rôle il a, Fred, Il est dans la secrétaire général du club. OK. Et il intervient beaucoup. Alors, avec Emmanuel Falco et il se parle beaucoup, bien évidemment, sur la gestion du club de Ouais. manière générale, mais il a aussi, Fred, un suivi sportif. Voilà, quand il Fait a le lien finalement presque entre la direction générale tout et à et fait. le staff Et technique. depuis cette année, il y a aussi Yannick Nyanga, donc je te parlais tout à l'heure, qui est intégré en tant que manager, donc qui chapeaute un peu tout ça, qui est entre la direction et puis tout le reste du club, du coup. Donc tout ce qui est organisation, mais aussi décisions sportives ou autres, voilà. Donc on a un staff qui est très, très complet. Ouais, c'est génial et puis en plus, il t'apporte, aussi une visibilité Tout à fait. et une légitimité, alors Mmh. pas forcément à 7 mais à 15 et du coup une reconnaissance dans le milieu un peu, Ouais, bien sûr, au niveau du 15, je pense que quand on parle de Frédéric Michalak ou Yannick Nyanga, ouais, il y a pas de débat possible. ouais. Ils sont hyper connus et la notoriété aussi apporte, c'est certain. La connaissance du rugby, et c'est un apport certain. Ouais. Toujours en restant sur Monaco, je lisais une interview de son Altesse Sérénissime justement qui disait que lui, il a participé je crois aux JO, Ouais, en bobsleigh bobsleigh, si je ne m'abuse et son objectif à terme c'était que l'équipe de Monaco participe aux Jeux en rugby. en rugby. Même si c'est à long terme, ça reste un objectif que j'ai vu dans la presse. Ouais, Donc tu te dis, c'est intéressant. Là, bien sûr. maintenant il y a des critères d'éligibilité que je maîtrise pas. Je sais pas si c'est Bon, pour le coup, c'est pas le projet du Monaco Rugby Sevens, ça c'est certain, puisque parce que c'est pas la c'est un fédération du coup, non, c'est ce que tu m'expliquais tout à c'est l'heure? clairement un projet d'équipe nationale. OK. Donc comme tu le disais, avec des critères d'éligibilité, soit être monégasque, né à Monaco ou résident depuis plus de 5 ans ou parents, grands-parents nés à Monaco. D'accord. Peut-être que je me trompe, mais je crois que ce sont les critères principaux. Donc c'est un vrai projet de fédération et qui serait juste génial. Aujourd'hui, je pense qu'on en est loin, mais je crois que si demain, je vois Monaco aux Jeux olympiques, je suis le premier supporter et Ouais, franchement le ce plus serait heureux. extraordinaire. Ça serait fou. Et puis ouais, et puis franchement, il y a des garçons qui seraient dans l'équipe, on parlait tout à l'heure de formation des moins de 19 et de ça. Il y a des garçons peut-être que j'aurais eu chez les jeunes. Et puis on se côtoie à Monaco, ça fait 2 km². Et puis, tu vois, les garçons de la fédération, tous les mercredis, je les croise au stade. Et puis voilà, il y a ce lien qui est sympa aussi. Moi, je souhaite que ça, qu'il y ait un vrai développement de l'équipe nationale, mais de toutes les institutions Ouais. en rugby à Monaco. Que l'équipe A15 grimpe en Fédéral 1, que l'équipe nationale monégasque gravisse des échelons, qui est de plus en plus, parce que c'est très dur. On parlait de critères d'éligibilité, mais c'est à toutes les strates, hein. Il y a les fédérations monégasques, à l'équipe nationale moins de 14, moins de 16, moins de 18. Il y a le tournoi Saint-Dévote en moins de 12. Donc voilà, il y a un vrai projet. Et puis voilà, nous aussi, je pense qu'on peut aussi participer dans le développement et la formation de tous ces jeunes. Ouais et aller mettre quelques jeunes au Monaco Rugby Sevens qui servirait finalement la fédération et le Complètement, des joueurs éligibles qui peuvent venir, matcher un peu plus à travers l'équipe développement et que tout le monde soit gagnant-gagnant ou qu'il y ait des entraînements en commun. Je pense que il y a des ponts un peu entre le 15 et Monaco Rugby Sevens? il y a des ponts puisque le président du 15, Thomas Riquet, Ouais, est médecin du Monaco Rugby Sevens, ouais, sur les étapes. OK. Donc, il y a des ponts réels. Moi, je suis entraîneur ici, mais je suis manager aussi sur les moins de 19 Ouais, comme du club. Ouais, j'interviens aussi dessus. Enfin, il y a plein de petites passerelles comme ça qui parce que sont parce que tu vois, alors là, je connais pas du tout tous les tenants et les aboutissants du rugby à Monaco et de comment ça s'oriente, ça se structure, mais de mon point de vue, je me dis: «Attends, JO, tu vises dans 12 ans, dans 16 ans, tu te dis,
tu mets un club de rugby à 15, tu vois, qui serait en Fait 1, National 2, National 1. Du coup, tu as des mecs qui sont là toute l'année finalement, parce que le 7, c'est que là un mois et puis 2-3 étapes dans l'année. Donc tu as des mecs qui sont à l'année à Monaco, pour certains qui vivent qu'ils ont résident, tu sais, depuis 5 ans. Donc tout d'un coup, ils deviennent éligibles. Tu as ramené au 15 des gens qui sont nés à Monaco, qui ont des liens familiaux avec Monaco. Et finalement, tu as déjà un vivier là qui est plus intéressant. Et tu mets des passerelles avec le 7. Alors, peu importe, via le Monaco Rugby ou par la fédération. Mais toi, c'est un projet qui pourrait s'organiser. Là, tu dis, si tu as une cohésion des structures qui serait intéressant. Bien sûr, et puis, on parle du projet de l'UBB, mais là, tu aurais tous tes joueurs à proximité et bien sûr, je pense que le premier. Alors c'est très long puisqu'il y a ce critère d'éligibilité aussi et qu'aujourd'hui, tu peux pas empêcher un jeune d'aller faire ses études, parce qu'ils partent beaucoup aussi à l'étranger ou autre pour faire les études. Mais je pense que voilà, il faut garder le lien avec eux et qu'ils matchent, à travers le MR7 Développement, à travers la fédération et je pense qu'on peut tous aider à déjà, dans les écoles à Monaco, à attirer des enfants au rugby. Le club de Monaco 15 l'a fait. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense on a tous à gagner à attirer de plus en plus de licenciés issus du bassin local au sein du Monaco 15. Et dedans, il y aura forcément des futurs joueurs de 15, des futurs joueurs de 7, tout simplement des futurs joueurs de rugby. Et puis après, les critères d'éligibilité feront qu'ils joueront pour la fédération ou d'autres feront qu'ils joueront et pour la fédération et pour le MR7. D'autres feront qu'ils finalement ils peuvent faire que du 15. Je sais pas, mais c'est un vrai levier de Ouais, développement du ouais, mais rugby bien. monégasque, c'est certain. Ouais, et puis ça paraîtrait même pérenne dans le temps. Enfin bref, on verra bien comment se projettera tout ça. Mais voilà, en tout cas, je le souhaite à Monaco parce que tu vois, là, après avoir parlé 1h15 déjà avec toi, on se rend compte que c'est pour tous ceux qui pensaient que Monaco Rugby, c'était des gros chèques par l'État monégasque, avec des mecs qu'on aligne comme ça, sans aucun fondement. Ben non, en fait, ça parle d'écoles de rugby, ça parle d'éducation, ça parle de formation, de féminin, de jeunes, de développement. Il y a une structure, il y a une cohésion. Enfin, là, on se rend compte vraiment qu'on est loin des gros clichés de mercenaires comme on pourrait le penser. On porte ça, on le sait, hein, on sait qu'on porte des clichés, c'est certain. Maintenant, pour les gens qui nous connaissent, enfin, aujourd'hui, dans le set, quand je parle même avec les autres coachs, enfin, on se connaît tous, hein. Ils savent très bien et nos personnalités et nos états d'esprit et qu'on n'est pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, vous pouvez parler à d'autres clubs qui ont conscience de voilà, on a aussi un apport sur le Super Sevens Mmh. qui est indéniable et que le projet Monaco Rugby Sevens, il est réel et que c'est pas un projet de mercenaires, ça c'est certain. Sur quoi tu travailles là? On parlait un peu de gestion d'émotions, on parlait de réussir à créer une cohésion, on parlait de tout ça. Comment tu gères ce côté, tu vois, en 2022, vous gagnez, il me semble, hein, face au Stade Français en demi-finale, sur un truc très serré, tu vois, extra time, ça joue sur un truc vraiment pas grand-chose, mais finalement vous gagnez. 2023, il se passe la même chose, on en a parlé, Dans l'autre sens. dans l'autre sens, face aux Barbarians en demi. Hem, je trouve que le 7 vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Mais que c'est souvent quand même l'équipe en confiance à qui ça sourit. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un côté, c'est imprévisible, tu peux rien prévoir, mais tu arrives quand même à, je sais pas, l'équipe c'est là que je vais te demander ton avis d'expert, mais la gestion des émotions, comment tu abordes ça? Comment tu essaies de le travailler là pour que ça tourne de votre côté l'année prochaine? Alors, il y a effectivement la gestion des émotions. Quand tu dis, tu vois, l'équipe en confiance qui gagne, souvent, par exemple, en 2023, on menait de 14 voire plus. Je pense que la gestion des émotions, elle passe bon, par les joueurs qui sont sur le terrain, à savoir gérer leurs émotions, c'est certain. Par nous, les premiers à transmettre des émotions, c'est aussi le banc et le discours qui est à la mi-temps. Hem, mais aussi être capable, à travers cette gestion des émotions, de pas remettre l'autre équipe en confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille aussi sur ça, c'est que on mène de 14 points, il faut être capable de le gérer, quel type de coup d'envoi, aussi être capable de tuer nos actions, de savoir, si offensivement on a une action de marquer, qu'on soit capable de la scorer. Si on passe de 14 points d'avance à 21, je pense que là on est capable de tuer psychologiquement une équipe
parce que quand c'est dur physiquement, mais qu'en plus, tu sais que tu dois avoir 3 marques, transformées, c'est dur. Donc effectivement, il y a une gestion des émotions globale et puis il y a aussi une gestion, quand on parle de recrutement, on a aussi tout ça dans les critères. Il y a des joueurs qui sont, on va dire, un peu des chefs d'orchestre, Mmh. qui vont être capables de, les tempos, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, pourquoi. C'est chacun est différent sur ça. On a aussi des joueurs qui sont des facteurs X, qui va le Paulin joueur Riva, tu me parlais de gens ouais, qui gèrent le tempo. Paulin, c'est, franchement, c'est un cerveau sur le terrain, il peut tirer les ficelles, lui, c'est un vrai chef d'orchestre. Steph Parez, pareil, c'est des joueurs d'expérience qui sont capables de te dire aux plus jeunes: «Les gars, là, on va calmer». Mais c'est aussi à nous, à savoir qui mettre sur le terrain et quand. Si, tu mènes effectivement, d'une marque ou autre, est-ce qu'on met beaucoup de gestionnaires et peu de facteurs X? Voilà, donc c'est tout ça sur lesquels aussi, ben, quand je disais on apprend toujours et puis, après il y a des choses que tu peux pas gérer et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Il y a pas aujourd'hui, tu regardes, le football, par exemple, moi, je pense que le championnat n'est pas commencé. Tu sais que Paris Saint-Germain va être champion. Le Super Sevens, c'est dur. C'est dur de savoir qui va gagner une étape. C'est très dur. Comme en World Series, hein. Comme Quand en tu World vois quand tu Series. vois les Espagnols là qui marchent solo, c'est Ils ont génial. failli être relégués l'année dernière. Alors, je peux en parler parce qu'on est très proches, Oui, c'est pour avec ça que Paco Hernandez et et les joueurs aussi, mais ils ont fait un travail de remise, enfin, c'est c'est incroyable. Ils étaient au fond du seau l'année dernière, mais ils se sont pas dit: «Oh là là, l'année prochaine, ça va être dur». Ils se sont dit: «Comment on va faire? Sur quoi on doit travailler pour être, et puis ils se sont pas dit: «Eux, ils travaillent comme ça, ils travaillent comme ça». Ils se sont dit: «Notre identité, c'est ça. ouais. Où est-ce qu'on va travailler et comment on veut être?» Les joueurs, ils ont adhéré au projet et voilà et c'est Paco, c'est un ancien joueur de l'équipe d'Espagne aussi, donc il connaît parfaitement le groupe, et enfin, moi, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Ils ont des attitudes, prendre un exemple, l'attitude qu'ils ont sur les rucks, c'est-à-dire qu'un joueur passe au sol parce qu'il a décidé de passer au sol souvent. C'est pas il crée pas un ruck pour créer un ruck, mais c'est surtout que le soutien, il est là de suite et dans une attitude, pas le bouger. Donc déjà, en termes de possession, quand sur, une phase de duel qui aboutit à un ruck, tu es sûr de garder ta possession, c'est dur de jouer contre eux et puis, ouais, je crois que physiquement, ils se sont développés, l'Espagne a franchi un cap. Ah oui, un énorme cap. Ouais, 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 mais c'est fou, hein, parce que encore une fois, tu vois, d'une année sur l'autre, on peut pas savoir. On voit les États-Unis en difficulté, enfin, la Grande-Bretagne. J'ai bien peur que cette année, il y a un gros, qui quitte le circuit, hein. C'est clair, c'est clair. Tu vois que si tu te renouvelles pas, si tu te remets Ouais. pas à la page à chaque fois, si tu Mmh. tu te reposes une année sous tes lauriers, c'est terrible après. Mais c'est pour tout le monde, tu vois? 2022-2023 chez nous, tu es obligé, enfin, c'est ce qui est dur, je pense, psychologiquement aussi dans ce sport. On parle de difficultés techniques, on parle de difficultés physiques, mais psychologiquement, c'est très dur parce que alors on parle là d'une saison sur l'autre, Mmh. à laquelle, tu as réussi une saison, tu as fait une bonne saison. Ouais, mais la prochaine, il faut déjà la préparer, il faut que ton corps soit prêt, il faut que toi, dans ta tête, tu switché. Mais il y a aussi, d'un match à l'autre, tu vois? Au Super Sevens, tu fais un très bon match, le premier, sauf que le second, il est complètement différent. Et donc, tu dois récupérer de ton premier match, préparer ton second match face, à quel adversaire tu joues. C'est très dur, voilà, le set, techniquement, physiquement, psychologiquement, c'est très, très, très dur. Ouais, et il y a tout un abord, tactique Ouais. différent en fonction de l'équipe que tu affrontes aussi, que les gens remarquent pas Ouais. quand ils voient du set comme ça. Ouais, ouais, alors après, on est beaucoup, sur le jeu à l'initiative aussi et sur, l'adaptabilité du joueur, mais effectivement, il y a quand même un aspect tactique, identifier les points forts, les points faibles, c'est certain et tout le monde le fait et puis à force, on se connaît donc quand tu connais un peu les plans de jeu de chacun, voilà, c'est important et alors juste une parenthèse, je Mmh. repensais à l'équipe de France, et ce dont on parlait tout à l'heure sur, tu vois, comment créer autre chose aussi entre Ouais, les bien joueurs. sûr. Et j'ai ce parallèle qui me revient là, entre, on a beaucoup vu et je crois qu'on continue à en parler puisque nous on en a parlé tout à l'heure, Mmh. de l'équipe de France qui danse et je pense que ça fait partie de ces moments hors terrain qui créent et des fous rires parce qu'au début, ils ont pas dansé comme ils dansent maintenant. Donc, je trouve ça très intelligent, cette danse parce que
Les joueurs, ça sort de la pression aussi, ça sort de la préparation en JO. Il y a un réel travail de motricité, de coordination aussi pendant la cette danse qu'on doit retrouver aussi sur le terrain. Les joueurs, ils doivent danser ensemble et en même temps. Mmh. Alors on l'a beaucoup vu, il y en a beaucoup de personnes qui sont pas du rugby qui font le raccourci que l'équipe de France a 7, c'est la fameuse danse. Mais je pense que ça a eu aussi un effet positif sur le groupe. Ouais, Voilà, complètement. c'était une petite parenthèse qui me revenait là. Mmh, tu bien fait de le dire. Hem, pour finir, on parlait du coup de cet abord stratégique, de savoir quel joueur tu places à quel moment du terrain. Du coup, tu essayes d'avoir, c'est quoi ton approche par rapport à ça? C'est au-delà du recrutement, du coup, tu essaies d'avoir un peu tous les profils, je suppose. Oui. Est-ce que du coup, tu veux des stars qui sont des facteurs X ou tu veux parfois des stars qui sont gestionnaires? Est-ce que, tu vas être capable de mettre un mec sur le banc pour qu'il te gère la fin de match? Est-ce qu'à l'inverse, tu le laisserais sur le terrain? Enfin, dis-moi un peu comment tu essaies de t'organiser ça? Très sincèrement, je crois que ça fait aussi partie des spécificités du rugby à 7. C'est, quand tu coaches une équipe de 7, Mmh. tu es obligé, alors pas d'anticiper, mais un peu de le voir là, comme Ouais, ça, ouais. à l'instinct et puis de lire le truc. On avait, par exemple cet été, on avait tendance à faire switcher un peu tous les joueurs, poste par poste, sans parler de stars, de facteur Mmh. X ou autre, donc poste par poste. En fait, sur la finale à Pau, et j'en ai parlé avec lui à la fin du match, j'ai pas fait rentrer Ryan Gottsmark. J'ai laissé Roscoe Speckman tout le match sur le terrain et parce que c'était un ressenti du moment qu'il était bien, il était dans la gestion, il était bien dans ses efforts. En maîtrise, Exactement. dans le flow, en fait? Ouais, et donc tout se passait bien, donc et puis Roscoe Sister a pas trop joué non plus parce que Gaston Révol, il arrivait aussi à nous gérer tout ça. Il y a peu de choses qui s'anticipent. Oui, tu essaies de l'anticiper un peu parce que tu connais un peu les joueurs, mais il y a beaucoup de s'adapter à l'instant T. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se font parce que tu prends la décision, là. Alors des fois dans le positif, mais aussi des fois, je pense dans le négatif. Ça nous est arrivé et tu vois, par exemple à Bordeaux à La Rochelle contre Bordeaux, on mène de 2 marques, je crois, c'est la mi-temps. Il y a un coup d'envoi pour nous et on tape le coup d'envoi directement en touche. Donc ce qui redonne une possession à Bordeaux et qui aboutit à un essai juste avant la mi-temps. Donc psychologiquement, on les remet dans le match Mmh. et nous, on se met à douter alors qu'il y a rien, tu Ouais. vois? Donc c'est voilà, tout ça, on le gère un peu à l'instant et c'est des La Rochelle nous a servi pour Pau, par exemple, tu vois? Dans le management des joueurs, dans la gestion. Après, Ryan l'a très bien compris, hein, j'en ai parlé après. Je pouvais pas, je suis désolé, mais il était tellement bien dans son match Ouais. que ça aurait pas été cohérent de le Ouais, faire. et toi, tu me dis que c'est de l'instinct, je dis que c'est pas que ça, en fait. C'est après avoir, passé des années, toi, tu es là depuis 2022, les 3 dernières années au bord du terrain, à ressentir ce genre de choses quand un joueur qui prend feu, quand un joueur qui est bien, quand un joueur qui est cramé. Bizarre, on sait pas pourquoi, parce que pourtant il est en forme. Sur le premier match, nickel. Deuxième match, bon, bah, il est cramé, on sait pas pourquoi, voilà. Il a peut-être fait deux trois actions au début de match qui l'ont mis dedans, ou alors, cette équipe, elle fait tellement de jeux que lui, il est en sur-régime, ou à l'inverse, c'est un rythme plutôt plat, donc lui qui a pas beaucoup de cardio, bah, finalement il est bien en fin de match. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, à force de les avoir vécues, à force de connaître tes joueurs, à force de les c'est des ressentis, mais qui sont il y a tellement d'expérience derrière que c'est un mix entre Ouais. l'instinct et Puis l'expérience. chez le joueur aussi, parce que des fois, le joueur, tu vois, si il sait pas quand est-ce que tu vas le sortir, mais du coup, bah, il pense qu'il va rester, je te dis, 3 minutes, 4 minutes, donc il est en train de se gérer un peu ses efforts et Ouais. machin et toi, en fait, tu as l'impression qu'il est un peu en dessous, donc tu dis: «Bah, attends, tu sors». Sauf Alors que lui, qu'en en fait, fait, il c'était un gars qui ah était oui, prêt à exploser peut-être, à rentrer dans ses efforts les plus intenses et tu l'as sorti parce que, voilà, il y a un peu aussi de confiance entre, coach et joueur. C'est-à-dire que le joueur qui est vraiment carbo, il fait juste un signe, voilà, on sait qu'il est carbo. Le joueur qui est bien, il fait aussi un signe quand tu as un doute, ça va, tu vois, il y a une notion de ouais, confiance. ouais, ouais. Ne pas aller trop loin, dire, voilà, je sens que je suis limite, cramé, mais non, mais je reste parce que c'est une finale, parce que j'ai envie de rester sur le terrain, parce que j'ai envie de me montrer. Non, c'est vraiment, tu vois, travailler pour l'équipe aussi, Hyper dur ça.
Ouais. D'avoir un tel lien de confiance que tu es capable de te faire sortir toi-même parce que tu sais que tu es carbo. Ouais, mais justement, je pense que tu vois, on parlait des liens depuis le début, de Ah famille, oui, d'équipe, bien de sûr. projet collectif. Si le plus important, je pense, c'est que chacun soit là pour l'équipe. Ouais. Celui qui vient jouer son morceau en solo, je vais te prendre l'exemple d'un groupe de musique. Quand on rentre sur le terrain, on a une partition. Chacun doit jouer son morceau. Tu t'adaptes quand même un peu. Mais si tu joues tout le temps, toi, tout seul, ton morceau, en fait, ça devient le chaos, Ouais, c'est clair. un chaos pas possible. Donc, en fait, c'est hyper important qu'il y ait, voilà, je viens, je joue pour l'équipe. Si moi, je joue mon rôle, l'équipe va briller. Si l'équipe brille, je vais briller. Mais se dire, je vais briller, je vais montrer aux gens ce que je sais faire, c'est, à mon sens, se tromper parce que les autres, ça dégonfle, hein. Tu as joué au Bien rugby, sûr. si tu as un mec qui fait pas une passe, il veut jouer tous les duels et que, enfin, au bout d'un moment, tu vois, lui, il est chiant, en fait. Enfin, donc, ça crée de la frustration, Mmh. des tensions entre les joueurs. Donc, voilà, c'est vraiment le message important d'être Ouais, ouais. capable de se mettre au service de l'équipe, star, pas star, Ouais. en fait. Et tu vois, c'est intéressant de voir ce que tu dis avec un mec qui se gère, toi, qui restera à 80% parce qu'il sait jouer, il sait qu'il va sûrement jouer 80 minutes. Ça me fait penser au banc en 7-1 de Fabien Galtier où les mecs, ils savent que les avants, ils vont jouer 46, 48 minutes et que par contre, les autres, ils vont en jouer 34 ou Ouais. 36, tu vois. Mmh. Donc chacun se dit, OK, là, j'ai juste 40 minutes, en fait, grosso modo. Mmh. Donc là, je m'y mets à 120%, je donne tout. De toute façon, après, Et du coup, tu as un impact qui est différent. Mmh. Un mec d'un petit pourcentage en plus d'engagement qui change tout. Et tu sais, en plus, quand tu sais, là, sur le 7-1, par exemple, tu sais, les trois quarts, à part, il y a eu Barassi, je crois, qui a fait la commotion. Donc, ça a été un peu le seul moment où ça a été compliqué. Alors, je suis pas spécialiste du 15 du tout, mais je trouve que psychologiquement, quand tu sais qu'il y a qu'un remplaçant sur le côté, bah, tu t'accroches encore plus finalement, je crois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as un peu mal, mais tu te bats encore plus Ouais, parce ouais. que tu sais qu'il y a pas trop de solutions. Donc, je crois que ça a aussi des leviers psychologiques. Le psychologique, c'est hyper important chez les joueurs aussi. Surtout dans la haute performance, ça a un impact qui est monstrueux. Malgré le fait d'avoir ces adaptations vraiment en live, tu as quand même des scénarios, du coup, quand tu montes ton équipe et tu montes ton banc et tu te dis le scénario de base, à la base, ce serait peut-être de lui le faire rentrer là Mmh. pour les 5 dernières minutes, mais après adapter. On prépare effectivement des scénarios déjà la semaine. La semaine, ça nous arrive de faire des thèmes scénarios. On mène de 5 points, il reste tant de. Voilà, on le fait déjà pour que les joueurs soient aussi en condition. On les challenge un peu parce qu'il faut vraiment gagner. Sûr. Ils ont peut-être aussi des petits trucs à gagner, tu vois, entre eux. Ils se challengent. Donc, oui, les scénarios, on sait quel cas de figure on peut pas mettre des profils différents sur le terrain. Tu vois, un joueur comme Semi Kunatani l'été dernier, il était un petit peu blessé. Donc, en fait, il y a un moment sur La Rochelle, je crois. Et le staff médical me dit, lui, il est cuit, hein, il pourra pas, il est blessé, Mmh. il pourra pas jouer. Ou alors, s'il joue, t'as qu'une cartouche dans le fusil. C'est-à-dire que s'il rentre, c'est pour une action. On sait pas combien de mètres ça va faire. L'avantage, c'est que c'est limité, par contre. Par contre, un mec comme Semi Kunatani, sur une cartouche, il est capable de te resserrer toutes les défenses et on peut jouer autour. Donc, c'était, tu vois, dans la gestion de se dire, OK, lui, je l'ai sur une cartouche, à quel moment, comment. Donc, c'est des scénarios avec James, tu vois, qu'on en parle, on échange beaucoup, se dire, bon, ben là, si ça se passe comme ça, ben c'est là qu'il faut le faire rentrer, ou on est beaucoup dans l'échange, sans arrêt, en live, comme ça. Ce qui a été un peu plus difficile pour la finale à Paris. Finale à Paris, moi, j'étais en tribune avec la radio, et tu vois, euh, c'est très compliqué à 15. La radio, ils s'en servent beaucoup parce que tu as ce temps aussi, les temps morts, les machins. Le set, là, c'est du maintenant, quand tu dois remplacer le gars et tout ça. Tu sais, c'est quoi le temps de jeu effectif sur un match de 7, grosso modo? Pas du tout. Je l'ai dans mes stats, mais alors là, Je sais pas combien, mais ça doit être, toi, si le match c'est 14 minutes, ça doit être genre, j'en sais rien, moi j'en sais rien, de 12, je suppose, un truc comme ça. temps de jeu effectif? Ouais. Ah non, je pense que c'est bien moins. Ah ouais? Ouais. Ouais, franchement, je pense que c'est bien moins que de 12 minutes. J'oserais tabler, tu vois, en tout, si tu as 7 minutes de temps de jeu effectif, 7-8 minutes, c'est déjà pas mal, je Super pense. intéressant. Mais toujours est-il que c'est quand même beaucoup plus qu'à 15, où sur un match de 80 minutes, tu Oui. as 30 minutes de temps de jeu effectif, tu vois. Bien sûr. Et donc, c'est 50 minutes de temps de jeu un peu mort,
Et ben, en fait, Ouais. 50 minutes, c'est le moment où tu peux, sur le talkie-walkie, Fabien Galtier dire: «Ah bien, on va peut-être faire ce changement». Ah oui. Et toi, en fait, tu peux avoir même de vraies discussions, de vrais échanges. T'as un joueur au sol qui se fait soigner, bon OK, il y a une mêlée, elle se fait refaire 3-4 fois. Tu as 3 minutes pour, parler, de Ouais, voir: «Alors, c'est tu penses quoi toi au bord du terrain? ouais. Moi, en haut, je pense ça. Bah, Mmh. tiens, nous, on a la vidéo là en même temps». Ça, tu as pas le temps à 7. Ouais. Non, à 7, tu pas le temps, même quand tu fais tes changements. Moi, tu vois, cet été, tu vois, je sais qu'il y a des coachs qui regardent un peu le maillot des joueurs, machin. En fait, je connais tous les numéros des joueurs. Donc en fait, si tu sais que Ryan Gottsmar, qui était le 8, sort à la place de Joan de Menacher, qui était le 6, 6-8, bam, tu donnes files ton ticket, c'est fait. Et tu as choisi, tu en as juste parlé, tu vois. James qui dit par exemple, ah ben lui il est un peu cramé, on échange 30 secondes, mais s'il y a à faire un changement, bam, t'appelles le joueur. Et même des fois, il y a des trucs un peu stratégiques. Moi, chaque joueur, on sortait du vestiaire, tous les remplaçants, ils avaient déjà un ticket sur eux avec leur numéro. Donc en fait, j'appelle le joueur, il a déjà son numéro, je rajoute l'autre numéro et en fait, c'est parti. Ah! En fait, tu es obligé de gagner du temps sur plein, plein de petits trucs comme ça Oui, parce que le mec, il est mort, il a fait une action de 100 mètres pour un retour défensif. Là, tu vois ouais, qu'il était déjà limite. Faut que ça sorte là, tout de suite. exactement. Il faut vraiment le faire, dès qu'il y a une action, tu appelles l'arbitre, le 4e arbitre ou l'arbitre de zone, pardon, et tu lui dis: «Voilà, je vais faire un changement». Donc lui, il commence déjà à prévenir et tu as ton joueur qui est prêt à rentrer, même si c'est de l'illimité, mais tu es obligé d'aller sans arrêt, vite, vite, vite. Ça m'est arrivé de faire tomber tous les tickets dans la précipitation, mais non, non, mais je pense que c'est super important. J'ai ce côté un peu, je vais dire le mot chiant, tu vois? Moi, j'aime bien prévoir les choses et toi, j'aime bien préparer mes tickets. Je l'ai pas là, c'est vrai. J'ai un petit tableau avec les aimants, avec des photos des joueurs, leurs numéros dessus. On travaille sur des trucs un peu comme ça, mais j'aime bien quand tout est carré. Tout est. Je pense que si le joueur il arrive, tu vois, sa séance elle est prête, sa stratégie. Tiens, le coup d'envoi, les gars, on se passe comme ça. Le gars, t'as envie de te mettre dans des conditions d'être carré Tu quand as un c'est carré. cadre. Ouais, voilà. Et moi, je suis très chiant sur ça, tu vois. Ouais, Ouais. Mais ouais. tu vois, ça a du sens parce que le rugby à 7, c'est tellement, on parlait de chaos et de ça part dans tous les sens. Tout, par contre, ce que tu peux cadrer et Oui, gérer, oui. faut que ça soit cousu Ouais, main. ouais, ouais. Et puis après, on laisse le rugby, Ouais, et puis, bon, les gars, ils doivent aussi décompresser, tu vois? Ils ont leur moment, ouais. pas eux, mais pour moi, enfin, quand tu coaches, ton moment à toi, il est quand le tournoi est fini, donc franchement, c'est dur, mais eux, quand ils récupèrent, machin, toi, tu dois être en train de bosser, la vidéo, préparer les trucs, aller voir un peu les joueurs, le staff médical, dis-moi comment ils sont, et cetera. C'est beaucoup, tu vois? Ça se joue à des détails. Le 7, ça se joue à des détails. Donc plus tu es en avance sur tu sais que ce joueur-là, il a un petit coup là, tu le regardes pas pareil. Donc c'est plein de petits trucs. Là, août, ça paraît loin, mais pour moi, là, on doit déjà parce que finalement, plus tu anticipes, plus tu prépares, il te reste du temps pour réfléchir: «Ah tiens, putain, je pourrais faire ça en plus». Tu vois? Pas arriver au dernier moment, dire: «On va faire ça, on va faire ça». Les joueurs, ils le voient de suite que c'est fait à l'arrache. C'est bricolé, ouais. Ouais, et puis finalement, tu as pas le temps de réfléchir à ce que tu as fait parce que là, toi, il y a plein de choses, moi, qui sont déjà cadrées, que ça soit pour le dev, pour l'équipe pro. Et finalement, tu vois, pam, des fois, le soir, je me dis: «Ah tiens, peut-être que on pourrait faire ça, on pourrait», tu vois, sur le planning, on pourrait changer ça. Donc tu te le notes et c'est parfois chiant à vivre, je pense, avec moi, mais ouais, je vis rugby, ouais, Génial. je pense que c'est une maladie, très ouais, c'est très compliqué et malheureusement, je pense que je l'ai transmise à mon fils donc Ouais. non, mais c'est cool. Alors ça, c'est cool. Eh mais tu vois, regarde finalement cette passion qui t'a permis d'arriver ici en 2013, presque, avec rien et puis de finir entraîneur au Monaco Rugby Sevens à Paris La Je Défense suis Arena. arrivé, je connaissais personne et aujourd'hui, ouais, effectivement, voilà, alors très humblement parce que je fais pas du tout ça moi, l'image et tout ça, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Mais voilà, c'est ma passion. Le 7, c'est encore plus ma passion que le 15, que le rugby tout. Le 7, c'est vraiment ma passion depuis des années et voilà, aujourd'hui, je mesure pleinement la chance que j'ai aussi d'être dans un projet, comme celui-ci et voilà, il y a plein de gens qui m'ont fait vivre des expériences de 7 et aujourd'hui que je remercie. Alors il y a j'ai vécu des expériences de 7 avec la fédération monégasque de rugby, sur des tournois à Hong Kong, en Afrique du Sud, à Londres, enfin des tournois un peu partout dans le monde. Et il y a aussi, je vois j'ai une petite pensée pour lui aussi, à Vincent Romulus qui a été mon entraîneur quand je suis arrivé ici finalement au bout de j'étais résident au bout de avant c'était 3 ans de résidence. Donc j'ai pu jouer avec l'équipe nationale de Monaco à Oui, 7. Ouais, j'ai génial. fait championnat d'Europe en Bulgarie
Et l'entraîneur était Vincent Romulus, un gars du Gers qui incarne parfaitement l'humilité, la passion du rugby, qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps. Et voilà, et c'est je, 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 je crois qu'on est tous de passage. Alors ça fait le moment un peu glauque, mais ouais, je le fais pas pour l'image, pas pour le truc qui est Canal Plus ou pas, je m'en fiche, puisque enfin franchement, quand je vais avec l'équipe développement, on dort dans des campings, on est sur des tournois qui sont pas médiatisés autres, mais franchement c'est le c'est le kiff. Et puis entraîner, quand t'es au Super Sevens, entraîner des joueurs comme Roscoe Speckman, comme Gaston Révol, Agustin Fraga, Paul Plat. Paul, c'est un ami maintenant, on se connaît. Enfin, je coachais même pas, il était joueur quand ils sont qualifiés pour les Jeux à Rio. Enfin voilà, c'est un vrai kiff que je mesure pleinement aujourd'hui. Une vraie chance, une vraie opportunité que voilà, je remercie tous les gens qui m'ont aidé à ça, que ça soit Jérémy Ecardi, que ça soit Monsieur Falco, Fred Michalak, tous ces gens-là, à un moment donné, ils m'ont fait confiance. Donc je profite pleinement. Et puis voilà, je me suis un petit clin d'œil pour mon papa, je t'en parlais tout à l'heure, qui m'a transmis cette passion, qui nous a quittés juste avant la finale 2022. Et je pense que tu vois, on parlait de facteurs. Juste avant. Ouais, en avril 2021, il nous a quittés. J'étais pas encore au Monaco Rugby Sevens. Je faisais mon petit quotidien avec les filles. Ils m'encourageaient dans toutes mes démarches des catégories jeunes, des filles. Voilà, il était content parce que c'était quand on est parti dans le sud-ouest, il a reçu les filles pour leur faire à manger. Et c'était un vrai échange. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui parce que le titre de champion de France, parce que les étapes de Super Sevens, je suis déçu qu'il les ait pas vues, mais je pense que il y est pas pour rien. Ouais, ça fait partie Voilà. C'est un petit truc perso, mais ouais, c'est Bah, toi qui es père et moi qui suis père, ça fait partie aussi de l'héritage, tu vois? ouais, Et ouais, que tu sois là ou que tu sois plus là, c'est ouais, ça ouais. aussi Il faut l'héritage. l'entretenir, tu vois? On nous transmet des choses, il faut l'entretenir. Et il m'a appris une chose, c'est ouais, franchement de le faire avec humilité. Et voilà, ouais, humilité, passion. Aujourd'hui, il y a ça. Si demain il y a plus, c'est pas grave parce que je l'aurais fait à 200% et je l'aurais fait avec les convictions qui sont les miennes et avec les valeurs qu'il m'a transmises. Et voilà, et j'ai la chance de le partager avec mon fils qui est venu un peu faire sparring partner cet été. Et c'est génial parce qu'il est un peu dans le même truc. Et donc voilà, voilà, c'est le petit clin d'œil que j'avais envie de lui faire. Génial, ça me va très bien. Je pense qu'on va conclure cet épisode là-dessus. J'ai quand même une question traditionnelle pour clôturer chaque épisode. Quelle est la personne que tu aimerais bien voir sur ce podcast, qui serait intéressante Que la personne que j'aimerais voir, sur ce podcast? comment ça? Qui serait invitée ici sur le podcast Faire un podcast, une personne que j'aimerais bien voir sur ce écouter podcast. là longuement, rentrer dans la tête de cette personne, comme on l'a fait ensemble. Ibai Lecomte. Oh, intéressant, Ibai. Ibai Lecomte qui vient, je vais te dire pourquoi, parce que lui, tu vois, on parle de joueurs, de stars, de joueurs pro. Ibai Lecomte, il est avec nous, il vient d'Euskadi, il joue à Anglette. Il a une vraie passion pour le rugby, il vient d'une famille de rugby, son papa joue à l'Aviron Bayonnais. Et Ibai, pour venir jouer avec nous, tu vois, quand on parle de mercenaires, il pose des congés sans solde. Donc il est employé à la mairie de Bayonne, au service des eaux. Et moi, je trouve qu'il incarne pleinement ce projet. Et puis voilà, c'est le sourire, c'est un peu de folie. Et donc ouais, voilà pourquoi Ibai. C'est un mec qui vient du milieu amateur et qui joue avec des superstars mondiales et qui se prend pas la tête. Génial. Voilà. Ça me va bien. Je te remercie, Fabien. J'ai passé un super moment. Je suis bien content parce que je suis venu ici exactement pour ça, pour qu'on voie un peu plus en profondeur que juste la façade, la vitrine Bien sûr. de Monaco, Monte-Carlo. Tu vois, là, les infrastructures, c'est vrai que c'est joli, on est dans des beaux endroits. Mais en fait, derrière ça, il y a tout ce côté problématique d'un club presque amateur qu'on connaît tous et la gestion. Et enfin, voilà. Je suis vraiment content qu'on ait pu plonger là-dessus et je te remercie pour C'est moi qui te remercie. ta sincérité. Non, c'était vraiment bien. Et puis le podcast, voilà, j'ai écouté les autres et je les ai regardés avec attention et c'est vraiment chouette. Franchement, merci et bravo de mettre autant le rugby en avant et souvent sous des angles qu'on n'a pas l'habitude
de connaître et je pense que tu permets de casser plein de petits clichés ou Ouais. d'images reçues, sur des fonctions du rugby, des rôles, que ça soit joueur, coach, agent, ce que tu veux donc merci à toi. Merci, c'est gentil Fabien. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite.